Le vent portait avec lui une odeur mêlée de résine de pin et de métal rouillé tandis que Jack Morgan faisait grimper son vieux camion sur la route de montagne, fissuré comme une cicatrice mal refermée. L'essuie-glace grinçait à chaque passage, repoussant les filaments de brume qui s'accrochaient au sapin tordu par les intempéries. Sur la banquette arrière, son fils Noah, 8 ans, dormait profondément sous une couverture rapiécée, sa petite main serrant un camion en plastique écaillé, le dernier vestige intact de son enfance. Les phalanges de Jack blanchissaient sur le volant. Il ignorait encore s'il fuyait leur ancienne vie ou s'il se dirigeait enfin vers quelque chose qui pourrait ressembler à un avenir. La seule certitude résidait dans le fait qu'il ne pouvait pas passer une nuit de plus derrière la benne du relais routier. Le moteur toussait, hésitant à chaque virage, comme s'il protestait contre cette ascension interminable, mais il tenait bon, tout comme Jack. Un panneau en bois, penché de travers contre une pierre, attira son regard, vente aux enchères du comté. Propriété abandonnée. Pin Lake. Mise à prix, $20. Jack eut un rire incrédule. $20. Moins qu'un repas chaud. Moins que les pièces que les habitués du dîner laissaient tomber dans son gobelet sans le regarder. Pourtant, ce mot, lac, associé à propriété, réveilla en lui une étincelle obstinée. Comme une promesse de retour à la dignité. Il ralentit, jeta un coup d'œil à Noah endormi et murmura pour lui-même, peut-être que c'est le signe que j'attendais. L'enchère ressemblait davantage à une formalité administrative qu'à une véritable vente, 2 fonctionnaires frigorifiés derrière une table pliante, un amas de paperasse couverte de poussière. Tout près, un homme impeccablement vêtu dans un costume sur mesure, téléphone en main, les observa s'avancer. Richard Blackwood. Sa moue de dédain s'accentua dès qu'il aperçut les bottes usées de Jack, son jean élimé et sa barbe de 3 jours. On expliqua que l'ancien propriétaire était mort sans héritier. Aucune garantie de structure. Pas d'électricité. Pas de plomberie. Simplement un terrain oublié, au bord de l'eau. Jack hocha doucement la tête tandis que les derniers $24 qu'il possédait brûlaient dans sa poche comme des charbons ardents. Lorsque la mise aux enchères débuta, les yeux de Blackwood pétillèrent d'un amusement cruel, un sans-abri venu prendre part à un jeu qui n'était pas pour lui. $20, déclara Jack, la voix rauque mais inébranlable. Le fonctionnaire marqua un temps, surpris, puis nota la somme. Adjugé. Un mot, et tout bascula. Jack venait de devenir propriétaire. Aucune moquerie ne s'éleva. Les officiels se contentèrent de lui tendre une clé rouillée et une carte en lambeaux. Bonne chance, marmonna l'un d'eux. Blackwood, contrarié, remit son téléphone dans sa poche. Perte de temps, grommela-t-il avant de tourner les talons. Vous me rappellerez dans un mois, quand vous voudrez vous débarrasser de ce piège à rats. Son rire méprisant s'attarda longtemps après que sa Cadillac eut disparu au détour du chemin. Jack regagna son camion. Noah, réveillé, se frotta les yeux. Papa, on a trouvé un endroit où vivre? Jack hésita puis esquissa un sourire fragile. Oui, fiston. On vient d'acheter une maison. La route se resserra, avalée par la forêt. Les pneus crissèrent sur le gravier et les aiguilles de pin. Enfin, un lac immense s'offrit à eux, immobile comme un miroir sombre reflétant un ciel violet de crépuscule. Sur l'autre rive, ils distinguèrent des murs de pierre, un perron affaissé, une cheminée de guingois. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas solide. Pourtant, pour Jack, c'était une aube nouvelle. Il coupa le moteur. Le silence enveloppa la scène avec une douceur inattendue. Ils traversèrent un vieux pont de bois grinçant. Chaque planche semblait soupirer sous leur poids. La maison était en partie enchâssée dans la colline, ses pierres assombries par des années de pluie, un manteau de mousse étendu sur le toit. Au-dessus de la porte, une enseigne délavée portait des lettres presque effacées. Jack les suivit du doigt. Pinaven. Un havre, souffla-t-il. C'est exactement ce qu'il nous faut. La porte gémit lorsqu'il la poussa. Une poussière légère flotta dans l'air, pareille à de vieux souvenirs s'échappant de leur sommeil. Sol stable. 4 murs. Un toit, même fatigué. Pour un homme habitué au béton glacé des trottoirs, cela avait déjà valeur de paradis. L'intérieur sentait la pierre humide et le bois oublié. Une table bancale, 2 chaises, un âtre noircissant le mur, voilà tout. Noah traça une ligne du bout des doigts dans la poussière recouvrant la table. Elle est vieille, murmura-t-il. Moi aussi, répondit Jack en riant doucement. Le rire, fragile et rouillé, résonna sur les pierres.
Ils s'activèrent, ramassant du bois, balayant le sol, et bientôt un feu crépita. La chaleur se répandit, lente au début, puis enveloppante, presque affectueuse. Ils mangèrent des haricots sortis d'une conserve, côté à côte devant la flamme. Noah, somnole, posa sa tête contre l'épaule de son père. « On pourra rester ici ?» Sa voix se perdit à moitié dans un bâillement. Jacques aurait voulu avouer ses doutes, le toit peut fuir, les murs peuvent céder, tout peut s'effondrer. Au lieu de cela, il embrassa les cheveux de son fils et souffla, « Oui, Noah. Nous sommes chez nous. » Dehors, la surface du lac frissonna mystérieusement alors qu'aucun vent ne soufflait. Un cercle de vagues s'éparpilla dans la nuit, comme un salut venu des profondeurs. Jacques choisit de ne pas s'en inquiéter. Il se réveilla avant l'aube, cœur serré par la crainte instinctive de l'errance. Une goutte tomba alors sur le sol près du foyer. Il se redressa vivement. Pas la pluie. Une condensation chaude, glissant des pierres. Il posa sa main sur le mur. La pierre irradiait une chaleur subtile malgré l'âtre éteint depuis des heures. « Étrange !» murmura-t-il. Le brouillard sur le lac formait une lueur pâle, presque vivante. S'avançant vers le foyer, Jacques aperçut une petite boîte en bois calée sous une pierre. Il la tira. Couverte de suie, nouée d'une lanière de cuir. À l'intérieur, des lettres jaunies, des factures anciennes, et surtout une photographie. On y voyait un homme posant au bord de ce même lac, fier, heureux. Au dos, une phrase écrite d'une main sûre, « À celui qui découvrira ceci, prends soin de cet endroit. » Il se souvient de la bienveillance. Jacques resta immobile, les doigts crispés sur l'image. Un visage familier, sans qu'il puisse l'expliquer. Il glissa la photo dans sa poche, envahi d'une émotion stable et profonde, espoir. Les jours passèrent, simples et honnêtes. Ils réparèrent le toit avec de la tôle trouvée dans le cabanon. Ils purgèrent la cheminée. Jacques redressa la porte. Noah construisit des tours de cailloux au bord de l'eau. Le soir venu, ils énuméraient les choses qui leur manquaient, une douche brûlante, la guitare de maman, l'odeur des pancakes du dimanche. Le manque faisait mal, mais moins qu'avant. Le feu, chaque nuit, ramenait la chaleur au même endroit, leur cœur. Pourtant, Jacques remarquait un phénomène qu'il n'aurait jamais osé nommer. Les murs murmuraient. D'abord, il pensa au vent glissant entre les pierres, mais ce souffle régulier, palpitant, ressemblait davantage à un rythme. Une respiration. Un cœur. Noah, lui, n'avait pas peur. Un soir, il colla son oreille au mur avec un sourire. « La maison ronronne », déclara-t-il. Jacques sourit en retour, dissimulant un frisson. Ronronnement ou réveil. Un matin, une phrase apparut sur la buée de la fenêtre de la cuisine, « Vous êtes en sécurité ». Noah n'était pas assez grand pour l'écrire si haut. Jacques passa son pouce pour effacer les lettres. Quelques minutes plus tard, elles réapparurent, identiques. Son reflet se brouilla dans la vitre. Il murmura quand même, « Merci ». Le lac devint leur confident. Ils y lavaient leur linge, y lançaient des pierres en riant, s'y asseyaient pour regarder la nuit engloutir la journée. Parfois, des lumières glissaient sous l'eau, lentes, magnétiques, celles que Noah nomma « les rêves du lac ». Lorsque Jacques voulut comprendre, le garçon répondit simplement « Il rêve comme nous ». De ceux qu'il a aimés. Impossible de contredire cette logique poétique. Le lac aussi avait connu l'abandon. Le lac, comme eux, essayait de guérir. Les semaines passèrent, et Pinaven devint un organisme vivant, vibrant au même rythme que leur pas. Jacques retrouva des outils, et avec eux la maîtrise de gestes qu'il croyait perdus. Ses mains, jadis expertes, reprirent vie. Mesurer 2 fois. Couper une seule. Chercher le fil du bois. Tirer la rectitude du chaos. Il remplaça des planches pourries, redonna forme aux fenêtres. Il peignit la porte d'un bleu passé, la même nuance que leur ancienne maison, et Noah ajouta à côté un soleil bancal, son emblème du bonheur retrouvé. À mesure que la demeure guérissait, elle paraissait s'éveiller davantage. Plus chaude. Plus accueillante. Plus vivante. Jacques était en train de réparer le perron lorsqu'un pick-up franchit le vieux pont. Il se raidit aussitôt, le réflexe ancré après tant de mise à la rue brutale. Pourtant, la femme qui sortit du véhicule n'avait rien d'une menace. Ses cheveux gris, tressés jusqu'au bas du dos, frémissaient dans le vent. Ses yeux, clairs et attentifs, détaillaient la scène avec curiosité, sans intrusion.
sa simple présence semblait annoncer que la prochaine page de leur histoire s'apprêtait à se tourner, que Pinhaven avait peut-être encore bien plus à offrir que la sécurité et un toit. Jacques essuya ses mains pleines d'échardes, huma l'air chargé de résine, et comprit enfin. Il n'avait pas acheté une ruine. Il avait trouvé un refuge. Un lieu qui n'attendait que pour recommencer à vivre. Et ce refuge, à travers ses pierres tièdes et ses fenêtres embuées, leur murmurait déjà « Vous êtes chez vous ». Le matin était clair, et le vent portait encore une odeur de pain et de terre fraîche lorsque la femme frappa du poing contre le linteau de la porte. Elle était d'âge mûr, les joues rosies par le froid, un sourire direct et solide comme la région tout entière. « Je m'appelle Martha Wilson », déclara-t-elle sans détour. « Je tiens l'épicerie du bourg. On m'a dit que quelqu'un avait enfin pris possession de Pinhaven. » Son regard observa attentivement le porche rafistolé, le toit couvert de plaques de tôle récupérées, et cette porte d'entrée peinte d'un bleu un peu trop vif, décorée du dessin maladroit de Noah. Le lieu respirait le bricolage et la survie, mais aussi un certain courage. Martha hocha la tête, comme pour valider qu'il y avait là une ténacité qu'elle respectait. Jacques s'essuya les mains sur son pantalon, se présenta, puis présenta Noah qui se tenait à ses côtés, l'air à la fois méfiant et curieux. Martha déposa alors sur la table un carton rempli de provisions. Pommes de terre, œufs, 2 pots de confiture de mûre. Bienvenue, dit-elle simplement. Vous me réglerez quand la vie le permettra. Puis, sans même attendre qu'on l'invite, elle s'assit sur une chaise laissée près du mur. Elle la tapota du bout des doigts. C'est la chaise où William Gardner s'asseyait toujours, commenta-t-elle en désignant une photographie que Jacques avait posée contre la cloison. Cet homme a vécu ici durant 40 ans. Il observait le lac et ses lumières étranges. Elle soupira avec nostalgie. Les gens disaient qu'il poursuivait des fantômes. Pourtant, William était un scientifique avant tout. Un géologue, si je me souviens bien. L'esprit fin, le cœur bienveillant. Noah, intrigué par cet inconnu qui connaissait l'homme en photo, s'approcha prudemment. Martha le regarda avec une douceur presque maternelle. « Tu as les mêmes yeux curieux que lui », dit-elle au garçon. Elle ne parlait pas de Jacques. Elle parlait de William. Elle poursuivit avec sérieux, « Quand William est mort, le comté a saisi la propriété. Elle est restée vide depuis. Personne n'en voulait, avec toutes ces histoires. » Jacques redressa la tête. « Quelles histoires ?» Martha fit un geste vague, comme pour chasser une mouche d'un revers de main. Des racontars. William affirmait que la maison était vivante. Qu'elle lui parlait à travers les murs. Il disait aussi que l'eau du lac avait des propriétés curatives. Elle leva les yeux au ciel. Après la mort de sa famille, sa raison s'est fissurée. Il n'a jamais fait de mal à personne. C'était sans doute l'âme la plus douce qu'on puisse rencontrer. Lorsqu'elle s'en alla, Jacques resta longtemps face à la photographie de William Gardner. Un scientifique persuadé que sa demeure respirait, ressentait, protégeait. Peut-être que la douleur avait déformé sa vision du monde. Ou peut-être que... Jacques posa sa paume contre un mur. Une chaleur discrète lui répondit, comme un souffle enfoui dans la pierre. Puis ce bourdonnement régulier recommença, ce son grave qui vibrait toutes les 27 secondes. Une pulsation. Un rythme. Une attente. Cette nuit-là, en fouillant un vieux coffre, il découvrit un registre. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée et précise. William y avait compilé des observations scientifiques sur le lac, température, minéraux, phénomènes lumineux. Pourtant, au milieu des lignes d'analyse, d'autres notes glissaient une étrangeté grandissante. À parler encore aujourd'hui. Intervalle de 27 secondes. Plus fort près de l'âtre. Température liée aux émotions. Réagit à la gratitude et à l'attention. Protège de mes pensées les plus sombres. Jacques referma brusquement le livre. Une chose était qu'un enfant personnifie sa maison. Noah l'avait fait dès le premier jour. Mais un scientifique, un homme habitué aux faits et aux preuves, qu'avait-il vécu entre ces murs pour en devenir convaincu? Et pourquoi Jacques ressentait-il, chaque jour davantage, une présence qui n'appartenait ni au silence ni à la solitude? La réponse se manifesta de manière troublante. Une fin d'après-midi, alors que le soleil s'inclinait derrière les montagnes, Noah appela, la voix vibrante d'excitation. « Papa, viens voir. » La lumière rasante révéla quelque chose d'invisible jusque-là, des symboles fins gravés dans la pierre du mur. Ils formaient des lignes sinueuses, des cercles, des motifs presque cartographiques.
Jacques passa le bout des doigts sur les creux. Les marques étaient anciennes, méticuleuses, intentionnelles. Il les recopia dans un carnet. Ces formes lui rappelaient des diagrammes hydrologiques, des tracés de courants souterrains. Certaines pierres semblaient même ajustées pour renvoyer la lumière en direction du lac à des moments précis. Cette même nuit, Jacques rêva de Rebecca. Elle se tenait au bord de l'eau, ses cheveux illuminés de soleil, telle qu'elle était avant la maladie. Elle souriait, mais ne parlait pas. Quand il avança une main vers elle, son corps se dissipa en une poussière bleutée qui se mit à glisser sous la surface du lac. Il s'éveilla le visage humide de larmes. Le mur vibrait plus fort. Toujours ce cycle de 27 secondes. Une respiration. Une veille. Les jours passèrent. Noah entra à l'école du village et devint aussitôt le garçon de la maison hantée du lac. Jacques craignit les moqueries. Contre toute attente, Noah portait ce titre comme une médaille. Il me raconte des histoires, disait-il à ses camarades pendant le déjeuner. Le lac me montre des images pendant mon sommeil. Effrayés et fascinés, les enfants lui demandaient « Quelles images ?» Noah souriait avec un secret qu'il gardait jalousement. Des choses qui guérissent le cœur. L'homme d'avant l'a découvert. Les habitants commencèrent à se rendre chez eux, par curiosité d'abord, puis avec une bienveillance sincère. Ils apportèrent des blanquets usés, des clous, des pommes du verger, des petites attentions qui étaient des gestes de bienvenue. Chaque visite semblait amplifier le bourdonnement dans les murs, comme si la maison elle-même accueillait ces nouvelles âmes. Jacques trouva du travail en ville. Ses mains habiles firent rapidement parler d'elle. Il se fit apprécier pour son sérieux et son humilité. Chaque billet gagné filait aussitôt dans un bocal en verre étiqueté « Taxe ». Il l'avait caché derrière une pierre mal scellée de la cheminée. Le premier courrier trouvé dans leur boîte l'avait glacé. Une somme démesurée devait être réglée sous 60 jours, sans quoi la propriété retournerait au comté. 8500 $ pour continuer à vivre là où Noah recommençait doucement à dormir sans cri, où les monstres de l'absence semblaient enfin battre en retraite. Il n'en souffla mot à son fils. Mais la maison savait. Lorsqu'il comptait l'argent le soir, le bourdonnement accélérait ou ralentissait selon la somme atteinte, comme s'il suivait ses espoirs et ses doutes. Toujours ses intervalles fixes. 27 secondes. En feuilletant de nouveau le registre de William, une note attira son regard. 27 égale équilibre parfait. Cube 3x3x3. Fondation. Foyer. Rebecca dit que je réfléchis trop. Peut-être n'est-ce que le battement du cœur de la maison. Jacques resta paralysé. La femme de William s'appelait Rebecca. Comme la sienne. Coïncidence improbable. Troublante. Presque une farce cruelle du destin. La toiture nécessitait pourtant toujours des réparations urgentes. Les nuits fraîchissaient. Jacques refusait de laisser Noah dormir dans l'humidité glacée. Il jonglait entre dépenses vitales et dettes fatales, espérant un miracle. Un soir, autour de leur modeste repas, Noah rapporta ce qu'il avait appris. Monsieur Wilson, à l'épicerie, dit que William était un grand scientifique. Il avait découvert quelque chose d'important sur le lac, mais personne ne l'a cru. Ils l'ont dit fou. Il regarda son père droit dans les yeux. Nous, on sait qu'il n'était pas fou. La maison parle vraiment. Et le lac rêve. La raison de Jacques se cabra. Toute son existence avait été guidée par le concret, le mesurable, le solide. Les maisons n'étaient que du bois et de la pierre. Elle ne pensait pas. Elle ne ressentait pas. Pourtant. Certains faits étaient difficiles à nier. La chaleur qui émanait des murs lors des nuits les plus rudes. Les phrases fugitives écrites sur les vitres embuées. La charpente qui tenait bon malgré des faiblesses structurelles inquiétantes. La réalité semblait se fissurer autour d'eux. Jacques était sur le vieux quai quand un phénomène bouleversa ses dernières certitudes. Une lueur bleutée apparut sous la surface du lac. Elle pulsait doucement au rythme désormais reconnaissable, 27 secondes. Il s'agenouilla, observant ce halo mouvant, volontaire. Ce n'était ni un reflet, ni une algue lumineuse. Trop précis. Trop conscient. La lumière s'approcha jusqu'à se trouver juste sous ses doigts. Sans réfléchir, Jacques plongea la main dans l'eau. La chaleur l'enveloppa aussitôt, chaleureuse, bienveillante, presque joyeuse. Une sensation inexplicable le traversa, la reconnaissance. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de le saluer.
Puis la lumière s'éloigna silencieusement. Cette nuit-là, le bourdonnement était si fort que Noah posait son oreille contre la pierre pour l'écouter comme une voix familière. Il dit que c'est presque le moment, annonça-t-il. Jacques se retourna, la hache encore dans les mains. Qui dit cela? Quel moment? Noah haussa les épaules, comme si la réponse allait de soi. La maison. Elle dit que l'eau monte. Qu'il faudra être prêt. Le lendemain, Jacques consulta les données météorologiques à la bibliothèque de la ville voisine. Aucun signe de pluie. Aucun risque de crue. Le lac était parfaitement stable. Il tenta de ranger les propos de Noah dans la case des imaginations enfantines. Toutefois son intuition refusait de se taire. Les mots résonnaient en lui comme une menace invisible. L'eau monte. Nous devons être prêts. Le matin suivant, des pneus crissèrent sur le gravier de l'allée. Quelqu'un approchait. Jacques sentit le mur vibrer sous sa main. La maison, elle, le savait depuis longtemps. Elle attendait ce moment avec la patience millénaire de la pierre et les battements d'un cœur enfoui dans les profondeurs du lac. Jacques leva les yeux de son travail lorsqu'il entendit un bruit inhabituel sur le gravier de l'allée. Une élégante Cadillac noire venait de franchir le pont, ses pneus projetant de menus cailloux contre la carrosserie immaculée. La présence du véhicule semblait elle-même rejeter la poussière et la rusticité du lieu, comme si le paysage se sentait indigne de refléter ses lignes illustrées. Richard Blackwood en descendit avec une désinvolture étudiée, vêtu d'un costume taillé sur mesure qui paraissait encore plus incongru ici que lors de la vente aux enchères. Deux hommes en polo assortis, estampillés du logo « Blackwood Enterprises », le suivirent en portant du matériel topographique. « Quel sacré chantier vous avez déniché là !» lança Richard Blackwood d'une voix forte et assurée qui résonna dans toute la cour. Jacques se redressa, essuya ses mains terreuses sur son jean usé, et devint subitement très conscient de sa barbe de 3 jours et de ses vêtements fatigués. « Je dois admettre que vous avez déjà fait plus que je ne l'aurais imaginé. » Blackwood inspectait la véranda réparée, la porte repeinte d'un bleu vif, les planches récemment changées. Il hochait la tête comme si tout ce qu'il voyait lui appartenait déjà. Son sourire se fit tranchant. « J'ai creusé un peu au sujet de cette propriété. Savez-vous qu'il y aurait 3 années d'impôts fonciers non payés? Le comté pourrait bien remettre le terrain en vente si la dette n'est pas réglée rapidement. » Un nœud se serra dans le ventre de Jacques. Il savait qu'il devait encore les taxes de cette année. Mais 3 ans? Cela représentait plus de 25 000 $. Une somme totalement hors d'atteinte. Blackwood adopta un ton faussement magnanime. « Je représente un groupe d'investisseurs très intéressés par le potentiel de ce lac. Nous voulons construire des résidences haut de gamme, des quais privés. Nous vous proposons 30 000 $ en liquide, aujourd'hui même. De quoi payer les taxes et repartir à zéro, dans un endroit plus adapté à l'éducation d'un enfant. » Le sol sous les pieds de Jacques vibrait. C'était une sensation étrange, presque vivante. Une tension sourde montait dans les murs même de la maison, comme si les fondations réagissaient à ce mensonge. « Je veux consulter les registres moi-même, » répondit Jacques d'une voix froide. « Et je ne suis pas intéressé par la vente. » Le sourire de Blackwood se crispa jusqu'à n'être qu'un trait austère. « Pour être clair, Morgan. Cette visite est une courtoisie. Mon entreprise acquiert toutes les rives du lac. Votre petite intrusion ici reste une gêne temporaire. » Son regard glissa jusqu'à la silhouette de Noah, immobile dans l'encadrement de la porte. Un enfant a besoin de stabilité. D'une vraie maison. D'une école. De choses que vous ne pourrez pas lui offrir dans cette bicoque. Acceptez l'argent tant qu'il existe sur la table. La chaleur monta dans la poitrine de Jacques, non seulement de la colère, mais d'une sensation plus primitive, comme si des pierres chauffées par le soleil irradiaient sous ses bottes malgré la fraîcheur du matin. Le bourdonnement qu'il percevait depuis des semaines sans l'expliquer devint plus intense, presque menaçant. « Nous nous débrouillons très bien, » déclara-t-il fermement. « Merci pour votre sollicitude. S'il n'y a rien d'autre. » Un éclair de cruauté traversa les traits parfaits de Blackwood, aussitôt remplacé par son masque poli. Il déposa une carte de visite sur la rambarde du porche. « Le monde peut se montrer très accueillant avec l'argent, » dit-il. « Sans lui, il devient coupant. Je reviendrai quand vous aurez réfléchi à votre situation, avec réalisme. » La Cadillac s'éloigna vers le pont et disparut. Jacques ramassa la carte du bout des doigts. À cet instant, la vibration de la maison enfla en un grondement profond. Noah s'approcha de lui d'un pas silencieux. « Il veut faire du mal au lac, »
déclara l'enfant d'une voix grave. Il veut prendre l'eau spéciale. Jacques le regarda, déstabilisé. De quoi parles-tu? Quelle eau spéciale? Noah pointa le lac du doigt, vers le petit quai où Jacques avait déjà aperçu d'étranges lueurs bleues. L'eau qui répare les cœurs brisés. William l'a trouvée sous le lac. C'est pour ça qu'il a construit la maison ici. Pour la protéger. Le méchant monsieur le sait aussi. Il veut tout prendre. Jacques se mit à genoux face à son fils. Comment sais-tu cela, Noah? Tu as lu ces journaux? La tête du petit se secoua. La maison me l'a dit. Quand je dors, elle me montre des images, comme des rêves, mais vrais. Les murs parlent. Ils te parlent à toi aussi. Je t'ai vu écouter. Jacques ne pouvait pas nier. Il avait senti la présence, la chaleur, la pulsation constante dans les murs. La logique se fissurait devant l'inexplicable, mais la vérité vibrait sous ses doigts. Il jeta la carte de visite dans le poêle à bois. La flamme s'embrasa d'un bleu éclatant et dévora le papier en une seconde. L'après-midi venu, Jacques se rendit à la mairie. Il demanda à voir les dossiers fiscaux. La jeune employée consulta l'ordinateur et fronça les sourcils. Il n'y a qu'une année d'impôts impayés. 8500 $, dû dans 45 jours. Aucune dette antérieure. Le propriétaire précédent avait un accord spécial avec le comté en raison de ses recherches environnementales. Elle releva les yeux. Quelqu'un vous a dit le contraire? Jacques pensa à la voix soyeuse et trompeuse de Blackwood. Disons que certains s'avancent un peu trop. Sur le chemin du retour, il s'arrêta au marché de Martha. Elle l'attendait, les bras croisés. Ce Blackwood posait des questions sur toi, annonça T.L. Il voulait savoir si tu avais de la famille, des relations ici. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai jamais aimé ni lui, ni son père. Des types trop lisses pour être honnêtes. Elle sortit un vieux journal jauni de sous le comptoir. Regarde ça. La une datait de 30 ans. Un géologue local affirme avoir découvert une eau miracle sous Pin Lake. La communauté scientifique sceptique. On y parlait de William Gardner, de son obsession pour une eau étrange, logée dans des cavernes au fond du lac. Une eau qui accélérait la guérison, dotée d'une énergie inexplicable. Les collègues l'avaient traité de rêveur maladif après la perte de sa famille. Sous l'article, un autre titre plus discret, Gardner refuse la proposition d'achat de RB Resources. La société minière, propriété de Richard Blackwood Sr., tentait déjà d'acquérir le site. William avait résisté. RB, les initiales de Blackwood, dit Jacques doucement. Martha hocha la tête. Ils veulent les droits miniers. Tout ce qui se trouve sous l'eau les obsède. William a tenu bon jusqu'à sa mort. Maintenant c'est ton tour, on dirait. Jacques rentra à Pinhaven le cœur lourd, mais étrangement déterminé. Il y avait une raison pour laquelle il avait été attiré ici. Une raison pour laquelle le prix de la maison avait été à peine celui d'un bon déjeuner. Quelque chose veillait, quelque chose protégeait. Et cet appel n'avait jamais été destiné à Blackwood. Noah se tenait sur le quai, fixant la surface du lac où des éclats bleutés tourbillonnaient. Cette fois-ci, ils étaient plus nombreux, dessinant des formes qui évoquaient les gravures mystérieuses des pierres derrière la maison. Le lac essaie de nous dire quelque chose, murmura Noah. Il sait que le méchant va revenir. L'eau monte. Il faut se préparer. Que veux-tu dire, l'eau monte, demanda Jacques. Je ne sais pas encore. La maison m'explique petit à petit. Il posa la main sur le bois du quai, son regard se tournant vers la demeure perchée sur la colline. Elle prend soin de nous. À nous de prendre soin d'elle maintenant. Cette nuit-là, lorsque Noah s'endormit, Jacques rouvrit le registre de William. Il relut un passage qu'il avait auparavant jugé dérisoire. Cartographie des cavernes terminée. Accès principal sous le foyer. Sortie secondaire au fond du lac, environ 107 mètres du rivage. Montée des eaux lors d'activités sismiques. Surveiller la pression afin d'éviter tout dommage structurel. Jacques se rendit au foyer et examina les pierres une par une. Elles étaient d'une facture différente du reste de la maison, taillées selon des angles précis, presque ésotériques. Il appuya, chercha un mécanisme. Rien ne céda. Pourtant, le bourdonnement monta, profond, vibrant jusque dans ses os. La tempête éclata avant l'aube.
Le vent hurlait autour de la maison et la pluie tambourinait sur les vitres. Jacques parcourut les pièces lampe à la main, vérifia la toiture. Aucun dégât. Cependant, quelque chose était inquiétant. Le bourdonnement avait changé. Les pulsations s'accéléraient. Soudain, la foudre frappa tout près. La pièce fut inondée d'éclairs bleus. Jacques s'immobilisa, stupéfait. Des veines de lumière parcouraient les murs, des filaments mouvants d'énergie bleutée pulsant au rythme des éclairs. Comme si la maison se révélait soudain pour ce qu'elle était vraiment, un organisme vivant, un gardien respirant. Le sol trembla. Les murs vibrèrent. Le bruit devint si profond que Jacques le sentit résonner dans ses dents. Noah apparut dans l'embrasure de la porte. Il ne tremblait pas. Ses yeux brillaient d'une certitude que son père envia soudain. « L'eau monte, papa, dit-il calmement. Il faut aller au foyer. C'est l'endroit le plus sûr. » Jacques souleva son fils et se dirigea vers la source de la lueur bleue qui anima la maison tout entière. La demeure se tendait, non dans la peur, mais comme un soldat qui plante ses pieds avant l'assaut. Pinaven n'était pas seulement un refuge. C'était une forteresse. Un cœur palpitant. Une sentinelle qui, désormais, comptait sur eux. La tempête grondait, le lac vibrait sous la colline, et Jacques comprit qu'ils n'étaient plus simplement des survivants dans un vieux chalet abandonné. Ils étaient devenus les gardiens d'un secret ancien, d'une vie profonde et lumineuse, convoitée par ceux qui ne voyaient dans le monde que ce qu'ils pouvaient posséder. L'eau montait. Et le combat pour Pinaven ne faisait que commencer. Ils s'étaient blottis tous deux près de la cheminée, le bras de Jacques entourant fermement les épaules de Noah. La chaleur du feu se mêlait à une lueur étrange, un bleu lumineux qui se renforçait à chaque seconde, venant des pierres elles-mêmes, comme si les murs respiraient une énergie enfouie depuis des générations. Des particules de poussière tombaient du plafond, signe qu'un mouvement profond agitait les entrailles de la maison. Noah, dans un geste empreint d'une douceur presque instinctive, posa sa main sur l'une des pierres, comme s'il tentait d'apaiser une créature invisible prise de panique. « Ça va aller, murmura-t-il, comme on rassure un animal blessé. On est là. On écoute. » Jacques suivit le regard de son fils vers la fenêtre. Le lac, d'ordinaire placide, bouillonnait sous des geysers bleutés qui jaillissaient depuis les profondeurs. Ce n'était ni la pluie ni une inondation. C'était quelque chose du monde d'en dessous, remontant vers la surface, exigeant d'être vu. La maison trembla violemment. Un grondement monta des fondations, tel un roquement venu du cœur de la terre. La pierre la plus proche du foyer se détacha soudain, raclant ses voisines avant de basculer vers l'intérieur. Une cavité apparut, lumineuse, vibrante, presque vivante. Une lumière bleue plus intense encore que les veines dans les murs jaillit, baignant leur visage d'un éclat surnaturel. Le bourdonnement, désormais concentré en un point unique, devenait presque intelligible, comme un langage masqué derrière des fréquences inconnues. Noah tendit la main, capté par l'appel silencieux du phénomène. Jacques esquissa un geste pour l'arrêter, craignant que la lumière brûle, qu'elle détruise plutôt que de révéler. Cependant, quelque chose l'immobilisa. Une intuition. Peut-être une confiance nouvelle en cet enfant de seulement 8 ans qui semblait comprendre Pinaven mieux que lui-même. Les doigts de Noah frôlèrent la lumière. Elle ondula sous son toucher, comme une eau calme perturbée par une brise légère. Le sourire qui illumina son visage ne laissait place à aucune peur, seulement à une joie pure. « La maison nous montre son cœur, papa, » souffla-t-il. Jacques se pencha à son tour et découvrit, incrédule, une minuscule vasque nichée au creux de la pierre. Une eau y pulsait, bleue et chaude, projetant dans l'air des vagues de lumière régulières toutes les 20 secondes. Il n'eut pas le temps de formuler la moindre pensée qu'un miracle se produit, une tige d'un vert vif émergea de l'eau, se dépliant lentement, offrant au monde une feuille d'un éclat d'émeraude. Une plante, surgit du roc, nourrie d'un liquide lumineux, défiant toute logique physique. Noah caressa délicatement la feuille. « Tu vois ? La vie peut naître des endroits brisés. C'est ce que la maison voulait nous montrer. » Le grondement extérieur diminua progressivement. Le lac retrouva son calme, les geysers disparurent comme s'ils n'avaient été qu'une hallucination. Les murs, eux aussi, se figèrent, reprenant l'apparence froide et inerte de la pierre ordinaire. Seul le foyer demeurait habité d'un halo lumineux, comme une braise mystique refusant de s'éteindre. Le bourdonnement s'adoucit, reprenant son rythme originel, un souffle toutes les 27 secondes. Jacques passa la main sur la pierre taillée autour de la cavité. L'ouvrage était d'une précision remarquable. Aucun hasard ne pouvait expliquer cela.
William Gardner avait su. Il avait découvert l'existence de cette chambre secrète, de cette eau extraordinaire, et il avait façonné la maison pour la protéger, pour veiller sur un secret capable de transformer la nature elle-même. Et désormais, ce secret s'était révélé à eux. Noah bâilla, bientôt vaincu par la fatigue de tant d'émerveillement. L'eau montait parce qu'elle voulait nous parler. Maintenant elle peut se reposer, murmura-t-il, avant de sombrer dans un sommeil immédiat, tranquille, réchauffé par la lumière bleue qui enveloppait ses traits. Jacques porta son fils dans sa chambre, prenant soin de le déposer sous la couverture cousue de ses propres mains. Puis il s'attarda, silencieux, contemplant ce visage paisible qui n'avait plus connu d'insouciance depuis la mort de Rebecca. Le lac, dehors, était désormais un miroir parfait, reflétant un ciel en cours d'éclaircie. Pourtant, il sentait au plus profond de lui que Pinhaven avait changé de nature. La maison avait parlé. Elle avait confié son secret. Ce n'était plus un simple abri. C'était une responsabilité. Demain, il aurait à faire face à Richard Blackwood, aux impôts, aux menaces d'expulsion. Il lui faudrait comprendre ce qu'était réellement cette eau, pourquoi elle importait tant, quel danger elle attirait. Il lui faudrait se battre. Mais ce soir, dans cette respiration lumineuse qui parcourait les murs, il retrouvait quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, un but. Un foyer. Une promesse d'avenir. Il posa sa paume contre le mur, se laissant traverser par la vibration régulière du bourdonnement. Merci, murmura-t-il, autant à la maison qu'à William Gardner, ou à quelque force encore plus ancienne qui avait guidé leurs pas jusqu'ici. Nous veillerons sur toi. Je le jure. Le mur répondit par une modulation plus profonde, comme une poignée de main immatérielle concluant un pacte. Puis revint le rythme constant, immuable, 27 secondes. Le rythme du chez-soi. Au matin, la lumière du jour filtra à travers les vitres imparfaites, dessinant au sol des taches mouvantes qui donnaient vie aux planches fatiguées. Jacques se tenait dans la cuisine, concentré sur un morceau de bois. Chaque coup de scie, chaque mesure, suivait désormais l'étrange cadence inscrite en lui. 27 secondes. Un battement. Un guide. La petite pousse près de la cheminée avait grandi durant la nuit. Ses feuilles se dressaient avec force vers la lumière bleue qui pulsait dans son réservoir minuscule, comme si elle cherchait déjà le ciel. Noah, assis en tailleur à ses côtés, agençait des pierres tout autour en un motif précis dont lui seul comprenait la logique. Elles doivent suivre les chemins de l'eau sous la terre, chuchotait-il, les yeux fermés, à l'écoute d'un langage inaudible pour les autres. Lorsqu'il déposa la dernière pierre, un soupir presque imperceptible traversa la maison. La tension se relâcha. Le bourdonnement vibra dans le plancher avec un ton apaisé. Jacques s'arrêta un instant, surpris par la connexion presque organique entre son fils et Pinhaven. Il se remit à l'ouvrage, occultant sa crainte sous la rigueur du métier. Le toit tiendrait encore quelque temps. Le mur ouest, en revanche, nécessitait des réparations avant l'hiver. Les fondations, miraculeusement solides compte tenu de l'âge du bâtiment, n'étaient pas la priorité. Les poutres, elles, avaient souffert. Son savoir-faire revenait avec énergie. Il ne réparait pas seulement, il améliorait. Il fortifiait. Sa main retrouvait la fierté de bâtir pour durer. Le crissement de pneus sur le gravier le fit se figer. Blackwood? Déjà? Il essuya ses mains et se hâta vers la porte. Une vieille camionnette fatiguée s'arrêta devant la maison. Martha Wilson en descendit, chargée d'un sac en toile et d'un dossier abîmé. À sa grande surprise, la maison sembla réagir à son arrivée. Le bourdonnement s'accentua à l'espace d'un souffle, puis retomba comme si elle avait reconnu une alliée. On dirait que vous avez eu une sacrée nuit, lança Martha avec un sourire complice. La moitié de la ville a aperçu les lumières bleues au-dessus du lac. Les rumeurs vont bon train. Certains disent que le fantôme de William Gardner est revenu. D'autres prétendent que vous avez déterré son secret. À la vue de la jeune plante et de la lueur persistante, son regard se fit tendre et grave à la fois. Eh bien, voilà quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, souffla-t-elle, presque émue. Noah releva la tête. Ça a poussé pendant la tempête. L'eau l'a fait naître. La maison nous montre son cœur. Martha hocha lentement la tête. Comme William l'organisait. Votre garçon a le don. Elle s'installa, accepta un café, puis étala sur la table des coupures de journaux jaunis et des documents photocopiés. Je me suis replongé dans les archives. Vous devez comprendre ce qui se joue ici. Elle posa un doigt sur un titre.
Gardner affirme une découverte sans précédent, une eau vivante sous Pin Lake. William explorait les cavernes sous le lac lorsqu'il a trouvé cette eau. Elle peut accélérer la croissance des plantes, guérir les blessures, produire sa propre chaleur et lumière. Les scientifiques l'ont tourné en ridicule. Ils ont dit que sa peine l'avait rendu fou. Jacques sentit une vague glaciale envahir son dos. Les mots qu'il lisait résonnaient avec ceux de Noah, comme si deux époques se répondaient. Martha déplia ensuite une carte d'études géologiques. Le père de Richard Blackwood a tout tenté pour acheter ces terres. Quand il a échoué, sa compagnie a voulu exploiter l'eau, la mettre en bouteille, en faire un remède miracle. William refusait. Pour lui, séparer l'eau de sa source la tuerait. Jacques observa son fils, toujours concentré sur son cercle de pierre, murmurant à voix basse à la maison elle-même. La vérité, brutale, s'imposa enfin. Les Blackwood savaient. Ils voulaient cette eau depuis des décennies. Et désormais, c'était lui et Noah qui la protégeaient. Martha prit une longue inspiration. La maison vous a choisi. Tous les deux. Vous devez décider si vous l'accepterez. Si vous défendrez ce lieu contre ceux qui voudraient le piller. Jacques abaissa les yeux. Son café avait refroidi. Ses mains étaient serrées, prêtes au combat. La peur était là, mais également une détermination nouvelle. Il n'était plus un homme perdu. Ni un père démuni. Ni un vagabond cherchant un refuge temporaire. Pinhaven avait fait de lui un gardien. Et il était prêt. Dans le silence feutré de la cuisine, Jack Morgan laissa enfin retomber ses épaules, alourdies par des semaines d'angoisse. Il murmura que tout ce qu'il avait voulu, c'était offrir un toit à son fils, de quoi manger chaque jour, une chance d'avoir encore une vie. Comment aurait-il pu se préparer à affronter un homme comme Richard Blackwood, bardé d'arrogance et de pouvoir, prêt à tout pour récupérer cette terre qui, pourtant, ne lui appartenait pas? Martha Wilson posa alors sa main parcheminée sur celle de Jacques. Le geste était simple, mais chargé de compassion et d'une force tranquille. Parfois, Jack Morgan, nous ne choisissons pas nos batailles. Ce sont elles qui nous choisissent. Sa voix grave et douce semblait porter en elle toute l'histoire de la vallée. Elle fit glisser un document vers lui, le sceau officiel du comté bien visible. J'ai parlé avec Joe Anderson. Tu te souviens de lui? L'avocat à la retraite qui aidait William autrefois. La situation fiscale n'est pas aussi désespérée que tu le penses. Nous pouvons demander une réévaluation, invoquer le caractère historique de la propriété. Cela pourrait nous donner du temps. Pour la première fois depuis des mois, une étincelle d'espoir traversa le cœur de Jacques sans s'éteindre immédiatement sous le poids des soucis. Martha incarnait ce que Jacques avait presque oublié. La solidarité. La communauté. Ce sentiment d'appartenir quelque part. Depuis la mort de Rebecca, lui et Noah avaient vécu comme des fugitifs de l'existence. Il songea alors à cette demeure silencieuse qui vibrait parfois comme un être vivant. Les murs de pierre, la porte peinte en bleu, l'étrange plante qui poussait près de l'âtre. Ce lieu n'était plus uniquement un abri contre le froid de septembre. Il était devenu leur maison, bien davantage que celle qu'ils avaient perdue avant que la banque ne les anéantisse. Martha repartit avec la promesse de revenir accompagnée de Joe Anderson pour combattre sur les deux fronts qui se dressaient devant eux. Lorsque la vieille camionnette s'éloigna sur le chemin caillouteux, Jacques retourna à ses réparations avec un souffle nouveau, presque une fierté. Noah vint l'aider sur le perron. Ses petites mains serraient les clous tandis que Jacques maniait le marteau, détaillant chaque geste avec patience. Tester la solidité d'une planche. Frapper bien droit pour que le clou ne torde pas, lisser les bords trop rugueux. Le père transmettait ce que son propre père lui avait appris lorsque le monde semblait encore logique et sûr. Ces gestes manuels avaient un pouvoir inattendu. Ils clarifiaient son esprit. Une idée se fixait peu à peu dans son esprit. William Gardner avait mis au jour quelque chose d'extraordinaire sous Pinhaven. Une eau qui défiait les lois du monde. Une maison qui n'était pas simplement bâtie sur la terre, mais connectée, vivante. Et Noah, son petit garçon qui avait tant souffert, parvenait à la comprendre. Face à tout cela, Richard Blackwood ne représentait pas seulement une menace financière. Il poursuivait la mission de son père, s'emparer de cette ressource incroyable pour en faire une source de profit illimité. Les impôts en retard constituaient son arme. S'il parvenait à les expulser, il aurait accès au cœur du secret enfoui sous la demeure. Ce soir-là, à la lueur de sa lampe, Jacques se plongea dans les carnets de William Gardner.
L'écriture du scientifique témoignait d'une obsession grandissante au fil des années. Il y décrivait l'eau, son comportement étrange, ses capacités qui variaient selon l'état émotionnel de ceux qui l'approchaient. Un passage attira particulièrement l'attention de Jacques. Rebecca affirme que l'eau réagit aux intentions. Expérience, approche avec gratitude et respect. Luminosité augmentée de 43%. Avec simple curiosité analytique, aucun changement. Avec avidité et désir de possession, luminosité en baisse, température 4 degrés. Elle pourrait avoir raison. L'eau détecte notre intention véritable. Jacques sentit son cœur se serrer en lisant le prénom de sa femme. William et elle avaient travaillé ensemble pour comprendre ce mystère. Elle y avait cru. Elle avait vu avant tous les autres. Une page décrivait ensuite le réseau de grottes sous la maison, s'étendant sous le lac, avec une ouverture juste sous l'âtre. Jacques leva les yeux vers la petite cavité mise à jour par la tempête. La plante continuait d'y grandir, s'épanouissant comme un nouveau-né, baigné par la lumière bleutée du liquide vivant. Noah avait insisté pour que l'ouverture reste visible. La maison veut que tu la voies, avait-il affirmé avec une certitude désarmante. Au matin, Jacques conduisit Noah à l'école du village. Le garçon tenait son sac contre lui d'un geste timide. Des enfants riaient en groupe près de l'entrée. Jacques s'agenouilla pour ajuster son col, remarquant les ombres persistantes sous ses yeux, les traces de rêves bleus trop intenses. « Tu sais que la maison sera encore là quand tu reviendras » dit Jacques d'une voix douce. « Elle a attendu des décennies avant notre arrivée. Elle peut attendre quelques heures pendant que tu apprends. » Noah hocha la tête. « Je sais, papa. Mais si le méchant homme revient pendant qu'on n'est pas là ?» Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais l'enfant le devança. « Je lui ai déjà dit de rester calme si cet homme vient. De ne rien lui montrer. » Elle a promis. Jacques le regarda s'éloigner dans le couloir, son dos minuscule déjà chargé de responsabilités trop lourdes. Il ne pouvait plus balayer ses paroles comme des fantaisies d'enfant. La maison avait répondu. Elle avait ouvert son cœur de pierre pendant la tempête. Après avoir salué Noah une dernière fois, Jacques se rendit chez Joe Anderson, dont le bureau tenait dans une véranda transformée, saturée de livres de droit et de trophées de pêche. L'avocat écouta attentivement l'histoire de Jacques sans l'interrompre, son visage impassible jusqu'au bout. « Alors, vous avez réveillé l'eau de William » conclut-il en tapotant son bloc de notes. Jacques eut un bref vertige. « Vous croyez à tout cela ?» Anderson releva son regard perçant. « J'ai travaillé 15 ans avec ce scientifique. J'ai vu des choses que je ne peux pas oublier. J'ai aussi combattu Blackwood Père chaque fois qu'il a tenté de s'emparer de ce terrain. » Il ouvrit un dossier rempli de plans, d'analyses, de rapports légaux. William a pris ses précautions. Il a imposé une servitude de protection écologique. Il a verrouillé légalement l'exploitation commerciale du site. Blackwood Jr. l'ignore probablement. Cela ne ferait pas une bonne publicité pour leur entreprise. Jacques comprit soudain le véritable enjeu. S'il me pousse à vendre, il contourne la servitude en me forçant à céder mon propre droit sur l'eau. Exactement, acquiesça Anderson. Nous pouvons bloquer tout projet de développement. Mais il faudra être prêt, car ils tenteront de vous broyer par les taxes. Ils élaborèrent alors une stratégie précise, réévaluation de la valeur historique, extension du délai de paiement, constitution d'un dossier contre tout harcèlement de Blackwood. Anderson, avant de le laisser partir, lâcha une proposition inattendue. Martha dit que vous êtes un bon charpentier. J'ai besoin d'un coup de main pour ma terrasse. Je paierai correctement, et je vous recommanderai à mes voisins. Cela pourrait alléger cette fichue dette fiscale. Ce fut comme une main tendue vers la vie qu'il rêvait de reconstruire. La première d'un réseau naissant. Une communauté prête à se battre avec lui. L'après-midi, Noah monta dans le camion en bondissant, les joues illuminées par son enthousiasme habituel. Il parla d'un nouveau camarade, d'une maîtresse passionnée de science, et du livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque sur les lacs souterrains. Le livre pourra être lu aussi par la maison, elle sera contente d'apprendre, affirma-t-il très sérieusement. Mais lorsque le pont menant à Pinhaven apparut, le garçon se raidit sur son siège. Toute joie s'évapora de son visage. « Papa, quelqu'un est venu pendant qu'on n'était pas là. La maison me le dit. » Jacques fronça les sourcils. Aucun véhicule n'était visible. Pourtant, lorsqu'ils atteignirent la porte d'entrée, elle n'était pas complètement fermée. Une fine ligne d'ouverture, comme une bouche prête à parler ou un avertissement silencieux.
Jacques posa instinctivement sa main sur l'épaule de Noah. « Reste ici, sur le perron. » D'un geste lent, prudent, il poussa la porte. Le battant grinça légèrement, rompant l'air immobile du foyer. Le silence qui régnait à l'intérieur n'était pas vide, mais chargé d'une tension latente, comme si les murs retenaient leur souffle. Quelqu'un avait pénétré chez eux. Quelqu'un avait osé défier l'âme de la maison. Jacques Morgan comprit, avec une lucidité brûlante, que la bataille avait déjà commencé. Et que Pinhaven, dans toute sa mystérieuse puissance, venait de choisir son camp. Jacques pénétra dans la maison, le marteau de charpentier serré dans sa main, les muscles tendus par une inquiétude nouvelle. À première vue, rien ne semblait déplacé. La table et les chaises occupaient toujours leur place habituelle. Les journaux de William demeuraient empilés près du foyer, comme toujours. Pourtant, quelque chose avait clairement changé. Une perturbation invisible flottait dans l'air, une altération subtile que Jacques percevait dans ses tripes. Noah l'avait senti en premier, une variation dans cette énergie qui animait la demeure depuis leur arrivée. Le bourdonnement familier qui vibrait dans les murs s'était transformé. Il était devenu irrégulier, vacillant, presque haletant. Comme un cœur épuisé, peinant à reprendre son souffle. La voix urgente de Noah le ramena à la réalité. Le garçon se tenait dans l'embrasure de la porte, son regard fixé sur le foyer. Jacques suivit la direction de son doigt. La cavité de pierre d'où s'écoulait l'eau lumineuse demeurait ouverte, révélant sa douce lueur bleutée, mais la petite plante qui avait émergé de ce lieu enchanteur n'était plus là. Arrachée, sectionnée net. Il ne restait qu'une tige mutilée, rugueuse au toucher, preuve d'une intrusion brutale. Une vague de colère protectrice se propagea dans la poitrine de Jacques. Une rage pure, sauvage, telle qu'il n'en avait jamais ressenti auparavant. Quelqu'un avait osé violer leur sanctuaire. Quelqu'un avait agressé ce secret précieux et bienveillant que la maison semblait avoir confié à leur garde. Noah se précipita vers le foyer et tomba à genoux, ses petites mains tremblantes effleurant la blessure végétale. L'eau, elle aussi, témoignait du traumatisme subi. La lumière bleue, autrefois vibrante et vive, avait perdu de son intensité. Elle paraissait épuisée, malade. Jacques fouilla chaque pièce, méthodique, son cœur battant trop vite. Il ne trouva ni chaos ni vandalisme impulsif, mais des signes d'observation minutieuse. Quelques tiroirs ouverts. Les planches du plancher légèrement soulevées comme si l'on avait sondé leur solidité. Les journaux de William réarrangés, preuve que l'intrus savait ce qu'il cherchait. Ce n'était pas un voleur ordinaire. Rien de valeur n'avait été emporté. Seule la plante leur avait été dérobée. Alors Noah parla, avec une certitude froide et sans appel. C'est Blackwood. Ou quelqu'un qui l'a envoyé. Il a pris une partie du cœur de la maison. Le visage du garçon se contracta, ses yeux se remplirent de larmes douloureuses. J'avais promis de la protéger, et je n'étais pas là. Jacques la tira immédiatement contre lui, dans une étreinte ferme. Rien de tout cela n'est ta faute. Nous ne pouvions pas deviner. Et regarde. Il désigna la source lumineuse. L'essentiel est toujours là. Ils n'ont pas pu le prendre. Noah renifla et observa attentivement la tige arrachée. Elle peut repousser. Si on l'aide. La maison dit qu'il faut qu'elle se sente en sécurité. Jacques ne discuta pas. Son fils avait prouvé plus d'une fois qu'il percevait des choses que lui-même ne pouvait qu'effleurer. Que doit-on faire? Noah réorganisa soigneusement le cercle de pierre autour de la cavité et répondit avec simplicité. Nous devons lui chanter son rythme. 27 secondes. La maison nous guidera. Jacques se sentit un peu ridicule au début, mais il suivit son fils dans ce rituel étrange. Ils se mirent à fredonner une note grave, puis à observer un silence de 7 secondes, avant de recommencer. Noah menait la cadence avec un sérieux impressionnant, ses mains dessinant de petits gestes précis dans l'air. Pendant près d'une heure, ils poursuivirent ce chant rythmique, laissant leur voix s'unir à la pulsation profonde qui émanait des fondations mêmes de Pinhaven. Peu à peu, presque imperceptiblement au début, la lueur de l'eau se renforça. Lorsque la nuit tomba définitivement à l'extérieur, la lumière était revenue à son éclat presque originel. Sur la tige abîmée, un minuscule bourgeon vert était apparu. Elle guérit. Murmura Noah, la voix chargée d'émerveillement. Mais elle a encore peur. Il faut mieux la protéger. Jacques acquiesça. Il pensait déjà aux verrous supplémentaires, aux fenêtres renforcées. Pourtant,
ils savaient que cela ne suffirait pas contre un homme aussi déterminé et puissant que Blackwood. Ils avaient besoin de soutien. De preuves. De leviers. Lorsque Noah fut endormi, Jack examina de nouveau la coupe nette de la plante. Aucun doute possible. Quelqu'un avait utilisé un outil bien affûté, avec intention scientifique. Ils veulent l'étudier, murmura-t-il. Confirmer ce que William avait déjà découvert. Il appela Martha immédiatement. Elle arriva en moins d'une demi-heure. Son regard sévère fit le tour de la pièce, enregistrant chaque détail. Sans perdre de temps, elle sortit un vieil appareil photo et commença à documenter tout ce qu'elle voyait. Il faut déclarer cela à la police. Cambriolage, vol, effraction. Joe vous aidera à déposer une plainte officielle. Jacques fronça les sourcils. Tu crois vraiment qu'ils prendront au sérieux le vol d'une plante magique qui brille dans la nuit? Martha ne sourcilla pas. Nous parlerons plutôt d'un spécimen botanique rare dérobé dans une propriété historique. Ce qui compte, c'est la trace écrite. Si Blackwood est derrière tout cela, et nous savons qu'il l'est, nous devons prouver dès à présent un schéma de harcèlement. Lorsque Martha partit, Jacques resta encore longtemps auprès du foyer, comptant machinalement les 27 secondes entre chaque pulsation bleutée. Il relut les journaux de William, cherchant des indices, un mode d'emploi, quelque chose qui pourrait leur garantir une longueur d'avance. Une page attira son attention. Une note écrite des années plus tard, quand William devenait plus prudent, presque paranoïaque. L'eau ne conserve ses propriétés que près de sa source. Hors du réseau de la caverne, elle perd progressivement sa lumière, puis ses capacités curatives. Sans lien avec le système principal, elle devient inerte en 48 heures. RB ne pourra jamais la transporter commercialement. Seule la maison permet son maintien. Jacques referma le journal, comprenant enfin. Blackwood ne voulait pas seulement voler l'eau. Il voulait Pinaven. Le lendemain, Jacques déposa Noah à l'école et consacra la matinée à fortifier la maison. Nouveau verrou. Fenêtre consolidée. Un début seulement, mais un début nécessaire. Puis il se rendit sur son premier chantier depuis plus d'un an, réparer la terrasse de Joe Anderson. Le travail manuel, dur et concret, lui permit de maîtriser sa colère et son anxiété. En fin de journée, il reçut sa paie en liquide ainsi que des recommandations pour 3 autres clients. Sur le chemin de l'école, il s'arrêta à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur Blackwood et son empire. Le tableau qui se dressa devant lui confirma ses pires craintes. Sous couvert de philanthropie écologique, Blackwood poursuivait une stratégie d'expansion agressive, avalant les terres vierges pour y construire des résidences luxueuses. En façonnant son image d'allié de l'environnement, il préparait déjà le terrain pour s'approprier le « miracle » de Pinaven. Lorsque Jacques arriva à l'école, il aperçut Noah assis seul, la tête baissée. Le garçon confessait, d'une voix basse, que ses camarades se moquaient de lui. Ils disent que je suis bizarre. Je leur ai parlé de la maison et de l'eau spéciale. Ils ont ri. Même la maîtresse ne m'a pas cru. Jacques sentit son cœur se serrer. Il aida Noah à monter dans la camionnette. Le monde ne comprend pas toujours ce qui sort de l'ordinaire. Parfois, il vaut mieux garder certaines vérités pour les personnes prêtes à les entendre. Noah resta silencieux un instant, observant la route. La maison dit la même chose. C'est pour cela qu'elle s'est cachée si longtemps. Elle attendait des gens qui l'écouteraient vraiment. Ses yeux s'agrandirent, illuminés soudain par une pensée limpide. C'est pour ça que le méchant n'a pas pu prendre l'eau. Il n'écoute rien. Il veut juste s'en servir. De retour à Pinaven, ils découvrirent Martha devant la maison, accompagnée d'un couple venu en soutien. Hélène et son mari, les Harris, avaient été proches de William. Hélène s'agenouilla immédiatement devant le foyer. Ses yeux se remplirent de larmes face à la lueur bleue et aux bourgeons fragiles. Je lui avais dit que je le croyais. Juste avant qu'il ne parte. Il voulait me montrer cela, mais la maison s'était déjà refermée. Elle pleurait son maître, j'en suis certaine. Martha expliqua que les Harris possédaient 50 acres de forêt au nord, une parcelle que Blackwood tentait d'acheter depuis des années. Ils avaient refusé toutes ces offres, fidèles à la promesse faite à William, garder ces terres sauvages. Nous avons appris le cambriolage, dit Hélène à Jacques. Martha nous a appelés. Nous sommes venus vous aider. Dans la soirée, d'autres voisins arrivèrent. Certains avaient connu William, d'autres avaient aperçu, au fil des décennies, les mystérieuses lueurs bleues dans le lac. Tous, désormais,
regrettait de ne pas l'avoir cru plus tôt. Tous avaient déjà subi, sous une forme ou une autre, les pressions de Richard Blackwood. Une communauté venait de s'éveiller. Une cause commune se dessinait enfin, claire comme l'eau de la source. Ils se tenaient là, autour du foyer qui palpitait de lumière. Ensemble. Déterminés. Prêts à défendre le cœur vivant de Pinhaven. Le combat commençait. La journée s'achevait à Pinhaven, et pourtant l'endroit vibrait encore d'une énergie inhabituelle. Les voisins, curieux, compatissants ou simplement solidaires, s'étaient succédés toute la soirée. Ils avaient apporté bien plus que quelques conseils. Il y avait eu des promesses d'aide juridique, des ressources matérielles, des propositions de soutien administratif, des contacts utiles. La maison elle-même paraissait réagir à cette effervescence. Ses murs palpitaient d'une force nouvelle, comme si la présence humaine réveillait quelque chose de profondément enfoui. La lueur bleutée, émanant des pierres du foyer, brillait plus intensément qu'elle ne l'avait fait depuis l'effraction. Noah, d'une timidité autrefois maladive, évoluait désormais parmi les visiteurs avec une assurance tranquille. Il répondait à leurs questions au sujet de la mystérieuse eau de la maison comme si sa voix comptait enfin aux yeux des adultes. Lors d'un court répit, il tira doucement la manche de son père. « Il nous croit, papa. La maison dit qu'ils sont des amis. » Certains l'avaient déjà entendu lorsque William était encore en vie, mais ils avaient trop peur pour l'admettre. Jacques lui adressa un regard ému. Pour la première fois depuis longtemps, son fils ne semblait plus seul à percevoir l'extraordinaire. Après le départ du dernier visiteur, ils s'assirent tous deux près du foyer. Une petite pousse verdoyante, née de la tige mutilée par l'intrus, avait poursuivi sa croissance durant la soirée. Une première feuille s'était déjà déployée vers la lumière bleue pulsante qui émanait de la cavité. Elle est plus forte maintenant, constata Noah avec gravité. Parce qu'elle sait qu'elle n'est plus seule. Jacques hocha la tête. La solitude, il la connaissait trop bien. Après la mort de Rebecca, leur vie s'était effondrée. La honte, la précarité, le sentiment de survivre au jour le jour sans soutien. Depuis leur arrivée ici, tout cela commençait lentement à se fissurer. L'appartenance, la communauté, formaient un rempart invisible plus solide que tout ce qu'il aurait pu construire de ses mains. Le lendemain, une pluie fine étendait un voile gris sur le lac, assombrissant son reflet jusqu'à en faire une plaque d'ardoise. Jacques conduisit Noah à l'école avant de revenir seul vers Pinhaven. Son esprit tournait autour du rendez-vous prévu plus tard avec Joe Anderson afin d'élaborer une stratégie contre les menaces qui pesaient sur leur nouveau foyer. C'est alors qu'il aperçut la silhouette lustrée d'une Cadillac noire stationnée devant l'épicerie du village. Son cœur se tendit. Il n'hésita pas. La décision était prise avant même qu'il coupe le moteur. À l'intérieur, Richard Blackwood examinait des pâtisseries derrière une vitre embuée. En voyant Jacques, il afficha surprise puis un sourire parfaitement maîtrisé. « Morgan » salua-t-il avec une politesse froide. « Je vois que vous vous installez bien dans l'ancienne maison Gardner. On dit même que vous vous faites des amis en ville. »« Restez loin de ma maison » répondit Jacques, contrôlant sa colère avec peine. « Je sais que c'était vos hommes. » Une plainte a été déposée. Blackwood conserva son sourire, mais ses yeux se durcirent. De telles accusations nécessitent des preuves solides. J'étais en déplacement à Portland hier. Pourquoi irais-je m'intéresser à une propriété en ruine, sinon pour y développer un projet qui profiterait à tout le lac? Jacques n'avait pas besoin d'élever la voix. Vous voulez ce qu'il y a dessous. Comme votre père avant vous. L'eau. Sauf qu'elle ne fonctionne pas comme vous l'imaginez, et surtout, elle ne vous appartient pas. Un bref éclair de stupeur passa sur le visage du promoteur avant qu'il ne retrouve son masque. Il évoqua le folklore local d'un ton condescendant, évoquant une « légende charmante », puis glissa, venimeux, un rappel sur l'échéance fiscale. 5 semaines, n'est-ce pas? Pensez à votre fils, Morgan. Quel père choisit une masure en ruine plutôt que l'avenir de son enfant? Celui qui comprend que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Jacques fit demi-tour, puis se ravisa au seuil. William a pris ses précautions. Même si vous nous expulsez, vous ne pourrez rien exploiter. Servitude de conservation, clause protectrice. Vous achèteriez un poids mort très coûteux. Cette fois, le masque se fissura. Jacques sortit du magasin avec la satisfaction d'avoir marqué un point, tout en sachant qu'il venait aussi de révéler l'étendue de leur connaissance. Blackwood changerait de tactique. De retour à Pinhaven,
Jacques s'absorba dans des travaux d'entretien, consolidant la structure fragilisée par l'humidité. Le travail manuel apaisait sa pensée, mais une inquiétude persistante grattait son esprit. La réaction de Blackwood à propos de l'eau n'était pas celle de quelqu'un qui se moquait de superstition. Il savait des choses. Ou quelqu'un l'avait informé. Vers midi, un camion non identifié franchit le pont et s'arrêta devant la maison. 2 hommes en uniforme en descendirent, transportant des caisses d'équipement frappées du sigle « Autorité hydrique du comté ». Le plus âgé annonça une batterie de tests obligatoires de l'eau du lac. Tout semblait en règle, mais quelque chose dans leur attitude sonnait faux. Le timing surtout. Alors que Jacques hésitait, son regard se porta vers les pierres disposées par Noah au bord du lac, comme un cercle de protection improvisé. Les 2 hommes s'y dirigeaient justement. « Pas cette zone », s'écria Jacques. Études écologiques privées. Collaboration universitaire. Si vous voulez des échantillons, prenez-les au point d'accès public. Les regards échangés entre les 2 inconnus suffirent. Ce n'étaient pas des agents du comté. Après une ultime tentative d'intimidation verbale, ils durent battre en retraite. Jacques nota discrètement la plaque minéralogique avant de téléphoner à Joe Anderson. Celui-ci confirma ses soupçons. Aucun programme de test n'était en cours. Blackwood avait tenté un tour de passe-passe. Ses manœuvres devenaient plus audacieuses, presque désespérées. Plus tard, Jacques alla récupérer Noah à l'école. Ensemble, ils se rendirent au cabinet de Joe Anderson, où Martha les attendait déjà. Le bureau, encombré de dossiers, témoignait de l'importance grandissante de leur affaire. Anderson prit le temps d'expliquer les choses dans des termes simples, racontant comment une terre pouvait faire la promesse de rester naturelle, ou comment une extension fiscale représentait plus de temps pour résoudre une énigme. Noah suivait chaque mot avec un sérieux impressionnant. Le vieil avocat finit par le regarder d'un œil apprécié, surpris par l'intelligence de ses questions, notamment au sujet des droits liés au sous-sol. Chaque fois qu'il évoquait ce que la maison a dit, l'information se révélait curieusement pertinente. Puis le garçon sortit de son sac un petit carnet de cuir. Jacques fronça les sourcils. Il n'avait jamais vu cet objet auparavant. Je l'ai trouvé derrière une pierre près de mon lit. La maison m'a montré. Il y a les chemins de l'eau dedans. Sous la terre. Jacques sentit sa gorge se serrer. Le carnet était sans équivoque. Les lettres précises, les schémas, tout provenait de la main de William Gardner. Cependant, ce n'étaient pas simplement des notes de recherche. Il s'agissait d'une cartographie exhaustive du réseau hydrographique souterrain, une représentation détaillée des cavernes, des points d'accès, des flux et même de zones où l'énergie semblait se concentrer d'une manière inexpliquée. Certaines annotations mentionnaient explicitement les servitudes de conservation, prouvant que William avait fait protéger non seulement le terrain visible, mais aussi l'ensemble du système sous-jacent jusqu'aux parcelles environnantes. Anderson feuilleta longuement le carnet, ses yeux pétillants d'excitation. C'est un trésor juridique, souffla-t-il. Une preuve irréfutable que toute tentative d'exploitation violerait plusieurs dispositions environnementales. Blackwood ne pourra rien faire. Même s'il achète tout autour. Il se mit aussitôt à photographier les pages essentielles, préparant déjà les documents qui renforceraient leur position auprès du comté. L'atmosphère dans le bureau avait changé. Ce qui n'était encore qu'un combat fragile devenait une bataille qu'il pouvait réellement gagner. Noah, assis bien droit, observait son père avec une fierté silencieuse. Jacques, lui, ressentit une chaleur nouvelle l'envahir. Une force qu'il croyait perdue depuis des années. Depuis que la ville avait broyé et laissé briser au bord de la route. Ils n'étaient plus seuls. Ils avaient la maison. Ils avaient la communauté. Ils avaient la vérité. Et surtout, ils avaient l'espoir. Un espoir bleuté, vibrant, vivant. Comme la lumière au cœur de Pinhaven. Comme une pulsation qui annonçait déjà le prochain chapitre de leur lutte. La servitude de conservation qu'avait établie William demeurait à jamais attachée aux terres de Pinhaven, quel que soit le propriétaire. Grâce aux cartes détaillées qu'Anderson avait établies, ces protections devenaient pratiquement inattaquables. En quittant le bureau de l'avocat, Jacques ressentit un regain d'énergie, comme si leur combat avait enfin un véritable fondement. Ils n'étaient plus simplement des occupants précaires défendant un toit délabré. Ils étaient les gardiens d'un lieu précieux, entourés d'une communauté grandissante qui commençait à comprendre ce qu'ils protégeaient. Ils avaient désormais des arguments juridiques, des alliés, et un savoir qui ne cessait de s'affermir. Pourtant, une menace continuait de planer.
Une somme de 8500 $ devait être réunie en un peu plus d'un mois. Ces travaux de menuiserie apportaient de quoi vivre au jour le jour, mais jamais suffisamment vite pour rattraper cette échéance impitoyable. Noah, silencieux à ses côtés dans la camionnette, semblait deviner le poids qui s'épaississait dans le cœur de son père. « Nous trouverons une solution, papa, dit-il avec une assurance tranquille tandis qu'il reprenait la route vers Pinhaven. La maison dit que l'argent n'est qu'une forme d'énergie. Il y en a plus qu'assez dans le lac. Il faut juste apprendre à l'utiliser correctement. Jacques lui sourit, admirant la conviction de son fils, regrettant de ne pas la partager aussi naturellement. La camionnette franchit le pont, et la lumière dorée du soleil perçant les nuages teinta les murs de pierre et la porte bleue de l'habitation. Jacques songea avec une émotion brute, nous sommes chez nous. Contre toute logique, contre tous les obstacles, ils avaient trouvé un foyer. Pourtant, à l'instant où ils s'approchèrent de la maison, Jacques sentit qu'un déséquilibre les attendait. La vibration sourde et familière qui parcourait les murs n'avait plus sa douceur rassurante. Elle battait de manière irrégulière, comme un cœur affolé. Noah, lui aussi, se figea. Rien ne semblait déplacé au premier regard. Le foyer, dont la petite cavité abritait l'eau lumineuse, continuait de briller comme un souffle vital. Le bourgeon de plante, si fragile encore la veille, poursuivait miraculeusement sa croissance. Mais en inspectant les pièces, Jacques entendit Noah l'appeler, paniqué. Dans sa chambre, les pierres qu'il avait posées près du lit avaient été dérangées. Et surtout, le livre secret, celui où William avait cartographié les grottes sous-marines, avait disparu. La fenêtre était intacte, la serrure neuve ne montrait aucune trace d'effraction. Quelqu'un était entré en connaisseur, en allié supposé. Cette idée frappa Jacques d'un froid insupportable. La trahison venait de l'intérieur de leur cercle. Il serra Noah contre lui, percevant la trembleur du garçon, peur et colère mêlées. On avait violé non seulement leur connaissance du lieu, mais l'intimité même de l'enfant. Jacques comprit que quelqu'un travaillant avec Blackwood avait gagné leur confiance pour mieux les atteindre. Le mal se rapprochait. La nuit suivante, une tempête d'une violence rare déferla du nord. Des éclairs lacéraient le ciel, aveuglant, et le tonnerre faisait vibrer les fondations comme si la terre protestait. Le lac, habituellement calme, se déchaînait sous des rafales furieuses. Noah, les yeux écarquillés, refusait de croire qu'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel. La maison dit que l'eau se soulève encore, mais pas comme la première fois. Quelque chose a brisé l'équilibre. Elle est en colère. Jacques vérifia à plusieurs reprises le foyer, craignant que l'eau ne déborde ou ne devienne instable. Sa lumière bleue semblait capricieuse, parfois éclatante, parfois presque éteinte, rompant son cycle parfait de 27 secondes. Le danger était palpable, comme si un fil essentiel du monde venait de se déchirer. À minuit, la tempête se concentra au-dessus du lac. Des éclairs frappèrent directement l'eau, à répétition. Soudain, Jacques vit un phénomène inimaginable, une immense pulsation de lumière bleue monta du fond du lac, dessinant des cercles concentriques autour d'un point précis, exactement celui que William avait identifié comme l'accès secondaire aux grottes. Noah, debout à ses côtés, observa, pétrifié. Ils essaient de forcer l'ouverture. Ils copient l'énergie des éclairs avec leurs machines. Mais ils s'y prennent mal. L'eau ne veut pas sortir comme cela. Jacques n'eut pas le temps de poser une question. Un fracas colossal éclata, plus puissant que tout tonnerre, comme si le globe terrestre se fissurait. La maison se troubla, la vibration sous leurs pieds se mua en grondements aigus, douloureux, presque vivants. Ils virent l'eau former un dôme surélevé avant de retomber avec une explosion d'écume. Une vague gigantesque fendit la surface et fonça vers le rivage, un arc de lumière bleue au sommet de sa crête. Pinhaven trembla. Lorsque l'eau se retira, le rivage scintillait. Des objets brillants, semblables à des étoiles échouées, parsemaient la plage. Jacques enfila son manteau et s'élança dans le vent glacé. Il ramassa l'un de ces fragments, une pierre cristalline, tiède, vibrant lentement au rythme de Pinhaven, 27 secondes. La même lumière intérieure que l'eau sacrée. Une connexion évidente. Il en cueillit plusieurs, le cœur battant. Ce que Blackwood et ses ingénieurs avaient fait avait contraint le système sous-marin à réagir, comme si une partie du lac avait été arrachée à son être profond. En se retournant vers la maison, Jacques aperçut une silhouette sombre disparaissant dans les arbres, une lampe oscillante se faufilant dans la nuit. Ils étaient surveillés. De retour près du foyer, Noah toucha ses cristaux avec crainte et révérence. « Ce sont les larmes de la maison » murmura-t-il.
Des fragments qu'elle a dû sacrifier à cause de la mauvaise énergie. Les hommes méchants veulent forcer l'eau à sortir avant qu'elle ne soit prête. Elle souffre. Blackwood n'agissait plus dans l'ombre. Il passait du sabotage discret à l'agression directe. L'urgence de ses desseins était évidente. Il voulait le pouvoir enfoui sous Penhaven maintenant, sans attendre que la loi lui offre l'occasion de s'emparer de la propriété. La tempête finit par se calmer, laissant derrière elle un silence oppressant. La vibration de la maison retrouva progressivement son harmonie, même si Jacques perçut une fatigue, une fragilité nouvelle dans ces murs qui avaient toujours semblé invincibles. Noah finit par céder au sommeil, levé contre le foyer, sa main effleurant la lueur, comme si l'enfant et la maison partageaient un seul et même souffle. À l'aube, Jacques observa l'un des cristaux. Des volutes de bleu sombre serpentaient dans sa transparence, pareilles à des tempêtes miniatures capturées. En le portant à son oreille, il perçut clairement le rythme, régulier, inébranlable. Une certitude monta en lui, l'heure de l'affrontement approchait. William Gardner avait découvert ces mystères il y a des années. Aujourd'hui, le destin les remettait entre les mains d'un simple menuisier et de son fils de 8 ans. Ils étaient devenus les défenseurs d'une source ancienne, peut-être sacrée. La maison vous a choisi, lui avait dit Martha. Il comprenait enfin la portée de ces mots. La première lumière du matin se posa sur les cristaux que Jacques avait disposés en cercle autour du foyer, suivant l'intuition de Noah. Des éclats de lumière bleutée dansèrent sur les pierres des murs, comme une promesse. La plante, jadis mutilée, poursuivait son audacieuse renaissance, poussant 3 feuilles vigoureuses vers la chaleur. Le lac, quant à lui, restait immobile, comme épuisé par sa propre défense. Jacques compta à nouveau l'argent dans le bocal posé sur l'étagère. 273 $. Une somme dérisoire face au compte à rebours implacable, 33 jours pour réunir 8500 $, sauver leurs droits de propriété et protéger définitivement l'eau miracle de Penhaven. Les probabilités étaient ridicules. Un milliardaire influent, soutenu par des investisseurs et un réseau politique, contre un père fatigué et un enfant doté d'une sensibilité mystérieuse. Pourtant, au fond de lui, une conviction nouvelle se forgeait. Il ne se battait pas seulement pour une maison, ni même pour leur avenir. Il défendait un secret vital, quelque chose d'ancien, de vivant, peut-être même de conscient. Jacques posa sa main sur la paroi. La pierre se réchauffa aussitôt sous sa paume. La respiration de la maison reprit sa régularité. 27 secondes. Le rythme de la vie. Le rythme de l'espoir. Ce foyer était devenu leur sanctuaire. Leur raison de tenir. Leur promesse à venir. Et Jacques jura silencieusement que rien ni personne ne l'arracherait à ceux qu'il aimait. Il avait vendu le vieux camion la veille, ajoutant 1200 $ à leur maigre réserve d'argent. Un sacrifice nécessaire pour continuer à payer les taxes et les réparations urgentes, mais qui les laissait désormais entièrement dépendants de la générosité de Martha pour rejoindre la ville. Cette décision avait resserré autour d'eux la sensation d'isolement, comme si le monde extérieur s'éloignait encore un peu plus, rendant chaque déplacement plus précaire, chaque journée plus vulnérable. Noah était assis en tailleur devant l'âtre, les yeux fixés sur l'eau bleutée qui pulsait doucement sous les pierres. Ses petits doigts dessinaient dans l'air des cercles invisibles, comme s'il suivait un rythme que seul lui pouvait entendre. Sa voix s'éleva à peine, fragile murmurant un secret. Les cercles sont brisés. Jacques, alerté, s'agenouilla près de son fils. Depuis leur arrivée à Penhaven, il avait appris à reconnaître ce ton particulier, cette façon que Noah avait de faire parler la maison, comme s'il ne servait que d'intermédiaire entre elle et le monde humain. La maison dit que les machines de Blackwood ont abîmé les grottes sous le lac, poursuivit l'enfant, l'eau fuit maintenant dans des endroits où elle ne devrait jamais aller. Le bleu sous la pierre vibrait, palpitant comme un cœur blessé. Jacques sentit une pointe glacée se loger dans sa poitrine. « C'est grave » demanda-t-il à voix basse. Noah ferma les yeux, la tête légèrement inclinée, l'oreille tournée vers un murmure que Jacques ne percevait pas. « Pas pour toujours. C'est juste une blessure, comme ma grosse éraflure quand je suis tombé de vélo. Ça guérira. Il faudra du temps, et de l'aide. » Du temps. Ce luxe leur manquait terriblement. La date butoir pour les taxes approchait telle une menace implacable, et Blackwood déployait chaque jour plus de moyens pour prendre le contrôle du lac et de ses ressources mystérieuses. Jacques avait passé la nuit entière à réfléchir en silence, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Chaque option semblait mener à un gouffre différent. S'il perdait cette maison, il ne perdrait pas seulement un toit. Il perdrait le seul endroit où Noah avait enfin cessé d'avoir peur la nuit.
Il perdrait l'unique chance de comprendre la nature de cette eau vivante qui s'exprimait à travers les murs. Et il trahirait la confiance silencieuse que la demeure leur accordait depuis le premier jour. Leur mission dépassait le simple besoin de survivre. Ils avaient été choisis, d'une manière qu'ils ne comprenaient pas encore, pour protéger quelque chose de précieux et de conscient. Lorsque Martha arriva avec des sacs de provisions, elle n'apporta pas seulement de la nourriture. Elle apporta des nouvelles, et dans son regard se lisait une inquiétude nouvelle. « J'ai découvert qui a dû s'introduire chez vous », dit-elle en déposant les sacs sur la table. Un entrepreneur local, celui qui fait parfois des travaux pour Blackwood Enterprises. Il pose des questions sur Pinhaven et sur les anciens travaux de William Gardner. Elle raconta qu'il était passé la veille à l'épicerie pour acheter des outils que Jack connaissait trop bien, coupe-boulons, pied de biche, pas vraiment l'équipement d'un artisan honnête venu poser quelques étagères. Il reviendra, affirma Martha avec gravité. Blackwood perd patience. Il aurait promis à ses investisseurs des résultats d'ici la fin du mois. Ses yeux se posèrent sur les cristaux bleus autour du foyer. Des rumeurs circulent au sujet de la tempête d'hier soir, des objets étranges retrouvés sur la rive. Les gens parlent. Certains sont curieux, d'autres terrifiés. Jack sentit une angoisse sourde se mêler à cette constatation. Leur cercle de soutien grandissait, mais chaque allié supplémentaire attirait aussi davantage de regards indiscrets. L'équilibre était fragile. Plus il gagnait de visibilité, plus la source était en danger. Martha déplia alors sur la table un ensemble de plans poussiéreux qu'elle avait récupérés aux archives du comté. Les authentiques plans de construction de Pinhaven, réalisés par William lui-même. Jack s'approcha, les mains instinctivement prêtes à analyser chaque trait, chaque angle. Il observa un détail qui n'avait rien d'ordinaire, les fondations du foyer n'étaient pas alignées selon des critères conventionnels, mais correspondaient aux formations géologiques sous la maison. Le foyer n'était pas un simple lieu pour se chauffer. Il constituait le centre nerveux de l'édifice, posé précisément au-dessus de ce que William avait appelé « point d'accès principal ». Au bas des plans, une note manuscrite attira particulièrement l'attention de Jack. Mécanisme de sauvegarde installé selon spécification R. Séquence d'activation 27-23-19. Jack reconnut immédiatement la logique, des nombres premiers, méthodiquement organisés. Une combinaison savante. Noah apparut soudain à son côté, pointant d'un geste sur les symboles gravés autour des fondations du foyer. « Ce sont les mêmes que ceux que j'ai alignés avec les pierres, dit-il, presque gêné. La maison me les montrait, mais je ne savais pas pourquoi. » Jack sentit un frisson courir le long de son échine. William avait façonné une protection physique et énergétique pour défendre l'eau contre quiconque voudrait l'exploiter. Et Noah, grâce à sa connexion inexplicable, venait de compléter cette structure avec les cristaux sortis de terre lors de la tempête. Il manquait encore un élément, comment l'activer. Martha partit rejoindre Joe Anderson pour légaliser certaines démarches. Jack, quant à lui, reprit ses travaux de rénovation. Scier, mesurer, clouer. Le bois répondait avec son odeur familière et son craquement rassurant. À chaque latte posée, il tentait de retrouver un semblant de contrôle sur une réalité qui lui échappait. Noah, pendant ce temps, alignait et réorganisait les cristaux bleus, comme guidé par une force profonde et silencieuse. Il dessinait aussi avec une précision déconcertante des cartes des grottes sous-marines. Ces dessins correspondaient aux notes de William. Comment un enfant pouvait-il savoir tout cela sans jamais être descendu sous la maison? L'après-midi avançait lorsqu'un bruit inhabituel fit vibrer le sol. Des moteurs. Plusieurs. Lourds, volontairement bruyants. Comme une menace qui n'a plus besoin de se cacher. Jack se redressa brusquement, son marteau serré dans sa main, et jeta un œil par la fenêtre. 3 SUV noirs aux vitres opaques franchissaient le pont, suivis d'une Cadillac qu'il reconnaissait trop bien. Blackwood venait en personne. « Va dans la salle sécurisée », ordonna-t-il à Noah. Sa voix restait calme, mais son cœur battait trop vite. L'enfant hocha la tête, déterminé malgré sa pâleur. « La maison me protégera. Mais toi, sois prudent. L'eau a peur de leur machine. » Jack posa une main sur son épaule, sans trouver de mots pour apaiser son inquiétude, puis il se tourna vers la porte. Il sortit sur le porche au moment où Blackwood descendait de sa voiture, impeccable dans son costume, malgré la poussière du chemin. 8 hommes l'entouraient. 4 semblaient venir d'une agence privée, entraînés, lourds dans leurs attitudes. Les autres transportaient du matériel scientifique impressionnant, drôlement sophistiqué pour un simple déjeuner entre voisins.
Quel comité d'accueil, lança Blackwood avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Je venais espérer une conversation productive, à l'abri des tensions de la ville. Jacques resta là, immobile, prenant toute la mesure du contraste entre eux. Le milliardaire poli, sûr de son droit. Le menuisier ruiné, défendu par les pierres d'une maison qui respirait par ses murs. Allons droit au but, reprit Blackwood. Je sais ce que William Gardner a découvert sous cette maison. Je sais ce que cette eau peut faire. Elle pourrait révolutionner la médecine, l'énergie, l'agriculture. Ce qui se trouve ici vaut des milliards. Des milliards, Morgan. Puis, avec une douceur presque venimeuse. Je vous offre 5 millions pour les droits d'extraction de l'eau, tout en vous laissant la propriété. Des royalties sur chaque application développée, un avenir pour votre fils, une vie bien au-delà de ce que vous pouvez lui offrir aujourd'hui. Jacques sentit le nom de Rebecca brûler dans son esprit. Blackwood l'avait prononcé, comme une dague qu'il retournait en jouant dans une plaie qui n'avait jamais guéri. 5 millions. Plus de dettes. Plus de nuits froides. Plus jamais la peur du lendemain. Blackwood continua, exploitant la faille qu'il venait d'ouvrir. L'eau sera exploitée, que vous acceptiez ou non. Nos équipes ont déjà localisé un accès secondaire sous le lac. Nous pouvons commencer à extraire immédiatement, ce serait juste moins propre, moins délicat. Jacques jeta un regard aux appareils que les techniciens déchargeaient, des foreuses miniatures, des radars pénétrants, des sondes de prélèvement. Des outils qui n'auraient aucun scrupule à éventrer les entrailles de Pinaven. Il se rappela le cristal extirpé, la plante arrachée, les pleurs du foyer ce soir-là. Les leçons de William dans chaque pierre et la peur perceptible dans le murmure de la maison. Il pensa à Noah, à sa foi absolue dans cet endroit. Sa voix se durcit. William a prouvé que l'eau perd ses propriétés lorsqu'elle est retirée de sa source. Votre père l'a appris à ses dépens. Cette eau ne doit pas être vendue. Elle appartient à ce lieu et à personne d'autre. Un voile d'irritation passa sur le visage parfait de Blackwood. La technologie a évolué. Nous savons désormais préserver ses capacités. Nous procéderons aujourd'hui. Votre accord faciliterait simplement la procédure. Jacques réalisa, glacé, que l'homme ne demandait rien. Il prévenait. Ce n'était plus une négociation. C'était une prise de contrôle. Tout autour d'eux, les hommes de Blackwood se déployaient déjà, encerclant silencieusement la maison comme des prédateurs refermant leurs pièges. Jacques inspira profondément. La bataille qu'il redoutait depuis des semaines venait de commencer, et il n'avait ni armes, ni véhicules, ni alliés visibles à ses côtés. Seulement une maison blessée, un enfant qui parlait à l'eau, et un foyer où pulsait le dernier secret de Pinaven. Pourtant, malgré son angoisse croissante, une certitude s'imposa en lui comme une lumière ferme et droite. Il protégerait ce lieu. Qu'importe le prix. Qu'importe l'ennemi. Qu'importe le risque. Car certaines choses ne sont pas à vendre. Certaines merveilles de ce monde doivent rester sacrées. Et Pinaven n'abandonnerait pas sans se battre. Jacques serra plus fort la rame entre ses doigts. L'odeur de l'eau fraîche, la rumeur discrète du vent dans les branches, tout semblait retenir son souffle autour de Pinaven. Ce qui venait de se produire dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer quelques semaines plus tôt, lorsqu'il conduisait un vieux camion sans destination, espérant seulement offrir un abri à son fils. Désormais, il avait devant lui une responsabilité qui semblait toucher au sacré. Quelques heures plus tôt, Pinaven avait failli tomber aux mains de Richard Blackwood. L'homme n'était pas venu pour discuter ni pour négocier. Sa présence avait été une invasion parfaitement calculée, à peine recouverte d'un vernis de légalité. Jacques s'était dressé devant lui, motivé par la mémoire de William et les engagements gravés dans les documents protégeant le domaine. Toute extraction du lac était interdite. Toute tentative entraînerait une action judiciaire immédiate. Joe Anderson, l'avocat à la retraite, avait déjà préparé les injonctions. Blackwood s'était contenté d'un sourire froid, un sourire d'homme sûr de son pouvoir. Les procédures prennent du temps. Lorsque les juges examineront vos papiers, nous aurons déjà obtenu ce que nous sommes venus chercher. Ces agents de sécurité avaient alors avancé, bien décidés à neutraliser Jacques. La maison avait vibré de manière inquiétante, comme un cœur affolé, et Jacques s'était senti prêt à défendre ce lieu avec ses poings s'il le fallait. Puis Martha était arrivée comme un coup de tonnerre dans le ciel clair, suivie de Joe, d'Hélène et de nombreux habitants du village. Une véritable petite armée de solidarité. Martha avait brandi le droit, Joe avait agité les injonctions, et Hélène,
avec la dignité tranquille que seul un long enracinement dans un lieu confère, avait rappelé la mémoire de William Gardner. Le peuple du lac avait parlé. Blackwood avait reculé, mais dans son regard une lueur prévenait qu'il reviendrait. Il l'avait d'ailleurs murmuré d'une voix qui glissait comme une lame froide. Ne prenez pas ce retrait tactique pour une reddition. Rien n'arrête le progrès. Ni votre sentimentalité, ni votre attachement pathétique à cette masure. Le futur nous appartient. Puis les voitures noires avaient disparu dans la nuit, laissant derrière elles la poussière et l'inquiétude. La victoire avait été célébrée par les voisins, mais la réalité avait rattrapé Jacques presque aussitôt. Le délai des taxes demeurait une menace insurmontable. Sans argent, Pinhaven serait vendu aux enchères dans moins d'un mois. Alors, même si la communauté se tenait derrière lui avec ferveur, il risquait toujours de tout perdre. Noah était sorti du refuge secret que la maison leur avait révélé récemment. Son visage enfantin ne souriait pas. Le garçon semblait écouter des voix que personne d'autre n'entendait. Le mauvais homme reviendra quand il pensera que nous dormons. La maison dit qu'il veut prendre l'eau quand la lune sera noire. Nous devons activer la protection avant la nouvelle lune. Jacques s'était agenouillé pour regarder son fils dans les yeux. Il avait pensé au plan laissé par William, à la séquence numérique. 27391 une combinaison, un message, un secret. Noah l'avait mené vers le foyer et les cristaux enchâssés dans la pierre. Avec une précision étonnante, il avait déplacé certaines pierres lumineuses. Une serrure mystérieuse. Un mécanisme ancien. Une science qui touchait à la magie. Mais il manque la pièce centrale, avait dit Noah, le cristal du cœur. Il se cache au fond du lac. William l'avait, mais il a disparu quand il est mort. Jacques avait compris que Blackwood ne cherchait pas seulement de l'eau. Il poursuivait le même secret que William avait tenté de protéger. Il fallait donc plonger dans le lac pour trouver cette pièce sacrée avant l'ennemi. Lorsque la nuit était tombée, Jacques avait confié Noah au sommeil et s'était plongé dans les derniers écrits de William. Le langage du scientifique s'était transformé, au fil des pages, en méditation presque spirituelle. Le lac n'était pas seulement une source d'énergie. La maison n'était pas qu'un abri. L'un et l'autre formaient un organisme vivant, un système conscient. L'eau et la maison ne sont qu'une entité divisée en deux formes, séparées par leur état mais unies dans leur essence. Le cristal maître n'est pas une relique. Il est le pont. Dans les mains indignes, il rompt. Dans les mains légitimes, il amplifie. William évoquait Rebecca, son épouse, qui avait compris intuitivement ce que lui devait analyser pendant des années. Elle avait, selon lui, caché le cristal maître avant sa mort, convaincu que le monde n'était pas prêt. Jacques avait senti un frisson sur sa nuque. La conversation entre William et sa femme reposait désormais entre ses mains et celles de Noah. La lune, découpée en un quartier pâle, jouait avec les reflets argentés du lac. Le silence semblait vivant. Jacques avait observé les lumières bleutées au fond de l'eau, comme un ciel étoilé renversé. Elles dansaient, se déplaçaient, formaient des spirales vers un point qu'il connaissait désormais grâce aux journaux de William, le second accès aux cavernes. Il avait besoin d'une embarcation. Hélène, surgie de l'obscurité avec une lampe torche, avait parlé doucement, comme si le lac pouvait l'entendre. Le bateau de William est encore dans le vieux hangar. Il n'a pas été utilisé depuis longtemps, mais il devrait tenir. Je peux vous le montrer. Sa voix avait été empreinte d'une inquiétude sincère. Elle avait serré le bras de Jacques. Soyez prudent. William admirait l'eau, mais il la craignait aussi. Le hangar avait été presque avalé par les arbres, comme si la nature tentait de le cacher du monde. Jacques avait trouvé le bateau en bon état surprenant. Avec l'aide d'Hélène, il l'avait fait glisser sur la berge. Elle lui avait assuré que Noah serait protégé par les voisins durant son absence. Le lac choisit ses gardiens avec soin, avait-elle murmuré. Jacques avait ramé avec régularité, avançant vers la lueur qui émanait du fond du lac. Chaque mouvement le portait plus profondément dans l'inconnu. Sous lui, l'eau s'était mise à briller de plus en plus fort, donnant l'impression que le bateau flottait sur de la lumière. Une antique spirale de pierre était visible à une quinzaine de pieds de profondeur. Un portail minéral que le lac semblait vouloir défendre. Jacques avait laissé ses rames en repos, sentant une force le retenir entre admiration et crainte. Alors, le lac avait répondu. La lumière bleue s'était concentrée, se mettant en mouvement ascendant. Un tourbillon calme avait pris forme à la surface, comme un salut millénaire. Le cœur du lac s'était élevé, matérialisé en un cristal d'une beauté presque irréelle.
parfaitement taillé. Lumineux comme une étoile. Chaud comme un souffle. Jacques l'avait pris entre ses mains en tremblant. Le cristal vibrait, et cette vibration résonnait dans sa poitrine. Une communion silencieuse, un serment muet. Immédiatement, les lueurs dans les profondeurs s'étaient retirées, comme si le lac, ayant donné son trésor, s'était renfermé en protection. Jacques n'avait pas perdu un instant. Il avait ramé avec la force d'un homme qui sait que le monde a changé. Hélène l'attendait sur la rive, anxieuse, scrutant l'obscurité. Quand elle aperçut la silhouette du bateau, elle poussa un léger soupir de soulagement. « Vous l'avez trouvé. » souffla-t-elle, bien qu'elle n'eût pas besoin de confirmation. La lumière qui filtrait de la veste de Jacques révélait la vérité. Celui-ci mit pied à terre, l'eau ruisselant de ses bottes, le souffle encore haletant. Il referma la main sur le cristal dans sa poche. Sa peau vibrait encore, comme si l'énergie du lac circulait en lui. Il ne savait pas encore comment activer le mécanisme final dans la maison. Il ne savait pas comment payer les taxes. Il ne savait pas comment empêcher Blackwood de revenir avec davantage de moyens. Mais il savait une chose essentielle. Le lac l'avait choisi. Le cristal avait répondu à son appel. Et la maison, vivante dans ses pierres et dans son eau, avait remis son avenir entre les mains de Jacques et Noah. Leur combat n'était plus une lutte désespérée. C'était une mission sacrée. Il leva les yeux vers la demeure qui se dessinait dans l'obscurité. Les murs de pierre renvoyaient une lueur bleutée, comme si la maison aussi avait remarqué que son cœur revenait à elle. La nuit ne semblait plus hostile. Elle ressemblait à un commencement. Alors que Jacques tirait l'embarcation sur la grève, Élisa aperçut une lueur bleutée scintillant dans la poche de sa veste. Sa voix se fit souffle, presque incrédule. « Tu l'as retrouvé. » Ses yeux se fixèrent sur le cristal maître, cet artefact disparu depuis la mort de Rebecca. William avait consacré des mois entiers à sa recherche, convaincu que Rebecca l'avait dissimulé pour qu'il ne tombe qu'entre des mains capables de comprendre sa puissance. Voir l'objet réapparaître, entre les doigts de Jacques, constitua pour elle une vérité bouleversante, le destin les avait choisis. Des larmes, contenues à grand-peine, brillèrent dans ses yeux. William aurait été rassuré. Soulagé de savoir qu'il a retrouvé sa maison. Ils s'empressèrent de sécuriser le bateau, puis se précipitèrent vers Pinaven. Sur le perron, Martha les attendait, le visage marqué par une inquiétude palpable. Des mouvements dans les bois, au nord du terrain. Des lampes torchées, des voix basses. 3 hommes au moins, qui avancent par la forêt plutôt que par le pont. Jacques comprit immédiatement. Les agents de sécurité de Blackwood. Leur repérage clandestin prouvait l'impatience et la menace croissante du magnate. À l'intérieur, Noah dormait encore près de l'âtre. Le ronronnement du foyer vibrait dans les murs, tel un cocon qui le protégeait des ténèbres extérieures. Jacques s'agenouilla et secoua doucement l'épaule de son fils. L'enfant s'éveilla avec une étonnante sérénité, comme si son esprit avait déjà compris la situation avant même d'ouvrir les yeux. Jacques plaça le cristal maître entre ses paumes encore chaudes de sommeil. Le regard de Noah s'illumina aussitôt, la reconnaissance instinctive inscrite sur son jeune visage. Le cœur du cercle. La maison l'attendait. Elle ne fonctionne pas correctement sans lui. D'un geste précis, sûr et étrangement ancien, Noah installa le cristal maître au centre du grand schéma de minéraux déjà en place autour du foyer. Les pierres constituant l'agencement se mirent à rayonner davantage, la lumière bleue pulsant comme une respiration. Des cercles concentriques se propagèrent, s'étirant jusque dans les fondations. Jacques se remémora alors la séquence d'activation que William lui avait autrefois confiée, 27391. Ils avaient la configuration matérielle, mais une action essentielle manquait. Son regard suivit les battements de lumière, 27 secondes séparaient chaque pulsation du foyer. 27. Le premier chiffre. Sans hésitation, il posa sa main sur le cristal maître. La petite main de Noah vint se superposer à la sienne. Ensemble, ils comptèrent en silence. Au 27e battement, Jacques fit pivoter le cristal de 3 crans vers la droite. Une résistance subtile, puis un déclic, comme si une serrure millénaire venait de s'ouvrir. Noah prit alors la relève, 9 crans vers la gauche, au moment exact où le rythme de la lumière changeait. Jacques conclut par une rotation finale, nette, irréversible, le cristal se verrouilla dans sa position définitive. Un silence suspendu. Puis la maison inspira. Un frémissement parcourut chaque pierre, chaque poutre, avec la solennité d'un organisme géant reprenant vie.
Le bleu de la lumière se fit incandescent. Les murs se mirent à irradier depuis l'intérieur, révélant des gravures et des réseaux de conduits d'eau jadis invisibles. La maison n'était pas seulement bâtie sur une source de pouvoir. Elle était un immense circuit, conçu pour canaliser et protéger ce pouvoir. Sous le foyer, la cavité de pierre se déploya pour accueillir une vasque naissante où l'eau luminescente s'éleva telle une offrande au monde. La petite plante qui avait cru à partir d'une tige mutilée se redressa avec vigueur, des feuilles se déployèrent, des racines s'étendirent dans l'eau brillante. La vie répondait à l'appel de la maison. À l'extérieur, le lac s'illumina. Pas de manière chaotique, déchiré comme lorsque les machines de Blackwood l'avaient tourmenté. Au contraire, une symphonie parfaite, des halos de lumière bleue se propageant depuis le centre, sculptant l'obscurité en cercles ordonnés. La lumière se précipita ensuite vers les berges et les profondeurs, empruntant les veines souterraines qui reliaient le lac à la maison. Martha surgit dans l'entrebâillement de la porte, haletante. Il fuit. Ceux dans les bois courent vers la route du comté. Quelque chose les a terrifiés. Peu après, Hélène et son mari arrivèrent, essoufflés et stupéfaits. Le phénomène, disait-il, était visible à des kilomètres à la ronde, une colonne de lumière bleue, élevée au-dessus de la maison, transperçait le ciel nocturne comme un phare sacré. La bâtisse continuait de se transformer, les pierres se verrouillaient avec une précision surnaturelle, les poutres se redressaient, les fondations s'enracinaient davantage dans la terre. Les servitudes environnementales établies par William se matérialisaient littéralement, Pinhaven s'intégrait à la terre qu'elle devait protéger. Noah observait l'ensemble, calme, ravi comme un enfant qui voit un secret tenir promesse. Le bouclier fonctionne, papa. La maison relie toutes les voies d'eau et les rend visibles. Maintenant, chacun peut voir ce qu'il faut protéger. La nouvelle se propagea à une vitesse fulgurante. À l'aube, une foule s'était massée près des limites du terrain, habitants curieux, scientifiques amateurs, journalistes locaux et bientôt des médias nationaux. Les chaînes d'eau phosphorescentes sous le sol attirèrent les caméras comme autant de lucioles fascinées. Jacques regardait cette assemblée avec une ambivalence difficile à contenir. L'affluence publique constituait un rempart contre les opérations secrètes de Blackwood, mais révélait aussi un trésor vulnérable à de nouvelles convoitises. Joe Anderson arriva, un dossier officiel à la main, le visage traversé d'un rare sourire. Le service d'évaluation du comté vient de reclasser Pinhaven comme site patrimonial historique et environnemental, grâce aux servitudes établies par William. Plus aucune taxe due. Aucune dette de 8500 $. Pinhaven est sanctuarisé. Jacques resta figé, submergé par un soulagement immense. Ce poids qui menaçait de les écraser depuis des semaines se dissolvait soudain dans l'air frais du matin. Cependant, il connaissait trop bien son adversaire pour se croire à l'abri du danger. Richard Blackwood apparut précisément à cet instant. Sa Cadillac noire se fraya un chemin jusqu'à la foule qui bloquait son passage. Son costume, impeccable d'ordinaire, laissait voir des signes de nervosité et de fatigue. Il avança vers Jacques, les mâchoires serrées, la colère prête à éclater malgré les caméras braquées sur lui. Vous ignorez totalement ce que vous avez déclenché, Morgan. Cette eau peut révolutionner la médecine, l'énergie, l'agriculture. Des milliards de possibilités. Et vous en avez fait un spectacle touristique. Jacques soutint son regard. Sa voix resta posée, ferme, indiscutable. Cette eau n'appartient à personne. Elle choisit ses gardiens. William l'avait compris, mais pas vous. Dans les yeux de Blackwood se mêlaient rage et peur. Il ajusta machinalement sa cravate, retrouvant son masque de pouvoir. Cette petite opération de relations publiques ne changera rien. Nous détendrons l'accès depuis les terrains voisins. Nous forerons. Rien ne peut arrêter le progrès. À cet instant, Noah franchit le seuil du porche. Il tenait le cristal maître dans ses mains, rayonnant d'une clarté apaisante mais intraitable. L'enfant se plaça à côté de son père, aussi solide qu'un chêne dans la tempête. Le progrès ne tue pas ce qu'il prétend améliorer, répondit Noah en fixant Blackwood. L'eau meurt lorsqu'on l'arrache à son foyer. Vos scientifiques l'ont déjà constaté. Le bouclier rend seulement visible les connexions pour que tous comprennent ce qui doit rester entier. Blackwood chancela légèrement, déstabilisé par une vérité qu'il pensait enfouie. Noah continua, la voix douce mais implacable. La maison dit que vous avez peur. Pas de perdre de l'argent ou le respect des autres. Vous avez peur de ne pas être spécial. Quand votre père vous a emmené ici autrefois, l'eau vous a montré quelque chose. Vous avez cru qu'elle vous choisirait.
Elle ne l'a pas fait. Depuis, vous essayez de la voler pour prouver que vous étiez digne, pour tromper ce vide en vous. Le teint du magnate se décomposa. Pendant un instant fragile, Blackwood ne fut plus le prédateur froid et calculateur, mais un enfant blessé devant une vérité trop intime pour être niée. Puis sa dureté revint encore plus tranchante. Tu ne sais rien, cingla-t-il, avant de tourner les talons, fuyant micro et caméra qui pleuvaient de questions. Jacques posa une main protectrice sur l'épaule de Noah, sentant sous ses doigts la force silencieuse du garçon. La maison vibra doucement, comme pour approuver le courage de son jeune porte-parole. Pour la première fois depuis longtemps, Jacques sentit que l'avenir pouvait être protégé. Pas seulement par des lois ou des barrières physiques, mais par une communauté éveillée, par un enfant qui comprenait le langage de l'eau, par une maison qui défendait sa propre âme. Pinhaven s'était dressé, non comme un simple abri, mais comme une citadelle vivante. Et désormais, le monde entier la voyait. Jacques gardait un bras protecteur sur l'épaule de Noah tandis qu'ils observaient la silhouette de Blackwood s'éloigner, avalée par les ombres du sentier. Le calme retomba autour d'eux, mais quelque chose dans l'air demeurait chargé, comme un écho persistant des émotions éveillées par cette confrontation. Jacques se tourna vers son fils, la voix basse, encore empreinte d'incrédulité. « Comment as-tu su pour son enfance ?» Cela ne figurait dans aucun journal de William. Noah releva la tête. Dans son regard brillait une profondeur étrange, une maturité que l'on ne devrait jamais trouver dans les yeux d'un enfant de 8 ans. La maison me l'a montré lorsque j'ai touché le cristal maître. Elle se souvient de tous ceux qui ont un jour cherché l'eau. Ses petits doigts se refermèrent autour de la pierre lumineuse, comme s'il craignait qu'on la lui enlève. Il était juste un enfant quand son père l'a conduit ici pour la première fois. Il pouvait entendre la maison alors. Mais lui voulait posséder ce qu'il entendait, pas le protéger. Alors elle s'est tue pour lui. C'est pour ça qu'il est si en colère. Un silence lourd se déposa entre eux. Jacques comprenait enfin d'où venait la rage tenace de Blackwood. Il connaissait ce qu'il avait perdu. Les jours suivants, Pinhaven ne cessa de grouiller de vie. Des scientifiques spécialisés dans l'environnement arrivèrent avec leur matériel, impatients d'étudier les mystérieux flux lumineux sous l'eau. Des géologues cartographièrent le réseau de grottes en utilisant des méthodes non invasives, intrigués par cette formation naturelle défiant toute logique connue. Très vite, les journalistes accoururent, d'abord locaux, puis nationaux. Les écrans du pays se remplirent d'images du lac aux lueurs bleues et de cette maison qui semblait respirer au rythme de l'eau. Au centre de cette effervescence, Jacques et Noah tentèrent de maintenir un équilibre fragile. Il fallait protéger le secret tout en offrant suffisamment de visibilité pour détourner ceux qui auraient voulu s'emparer de l'eau. Le halo bleu, autrefois intense et presque sauvage, devint plus stable, moins spectaculaire, mais toujours présent. La maison semblait se calmer, retrouvant une forme d'harmonie. Les canaux souterrains demeuraient faiblement éclairés, comme une frontière sacrée que personne n'avait le droit de franchir sans y être invité. Noah disait que l'intensité de départ avait été une étape nécessaire. La maison et le lac devaient se faire reconnaître, affirmer leur existence. Désormais, ils pouvaient respirer à un rythme plus proche de celui de la nature. Blackwood Enterprises publia des communiqués destinés à la presse, déclarant se retirer de tout projet lié à Pinhaven. La société annonçait une nouvelle stratégie centrée sur des opérations plus classiques, notamment dans l'embouteillage d'eau dans d'autres régions. Jacques ne crut pas un mot de leur soudain renoncement. Rien ne laissait penser que Blackwood abandonnait réellement. Il avait simplement changé d'angle d'attaque. L'enjeu restait trop immense pour qu'il tourne la page. Heureusement, les servitudes de conservation et le classement patrimonial nouvellement acquis rendaient toute tentative d'exploitation illégale et risquée. Le soleil déclinait 2 semaines après l'activation du dispositif de protection. Jacques, assis sur le porche, observait les nuances d'ambre et d'or se refléter sur l'eau qui semblait scintiller de l'intérieur. Noah, un peu plus loin, alignait des pierres avec un sérieux d'architecte. Il reproduisait les motifs invisibles des courants souterrains, comme si les lignes du monde lui apparaissaient naturellement. À l'intérieur, Martha préparait le repas, un ragoût odorant qui mijotait sur leur toute nouvelle cuisinière. Leur premier véritable appareil depuis leur arrivée, symbole discret mais précieux d'une existence qui se reconstruisait, morceau par morceau. L'ancien bocal des taxes avait désormais une autre vocation. Il se remplissait grâce aux commandes de menuiserie que Jacques recevait désormais en abondance. Les gens admiraient son travail et le considéraient comme un artisan consciencieux et talentueux. L'intérêt que suscitait Pinhaven apportait de nouvelles opportunités, visites guidées du réseau lumineux, programmes éducatifs centrés sur la conservation,
et même des projets architecturaux respectueux de l'environnement. Noah leva enfin la tête de son jeu de pierre, les yeux emplis d'une réflexion profonde. La maison dit que nous devrions inviter d'autres personnes qui peuvent l'entendre. Surtout des enfants. Certains comprennent l'eau mieux que moi. Ils ont besoin d'un endroit où c'est normal d'écouter des choses que les adultes n'entendent pas. Où ils ne seront pas traités de bizarres. Ces mots ouvrirent une porte dans l'esprit de Jacques. William Gardner avait cru, pendant des années, que le secret valait mieux que la confiance, que l'isolement était une protection suffisante. Il avait peut-être eu tort. Ce n'était pas la dissimulation qui sauvait un trésor fragile, mais le nombre de ceux prêts à le défendre. Jacques se rendit compte que l'avenir de Pinhaven ne résidait pas dans la clandestinité, mais dans l'appartenance et le partage. La lueur du foyer vibrait à l'intérieur de la maison. Le cristal maître pulsait avec régularité, une respiration de lumière mesurée, fidèle, toutes les 27 secondes. Le minuscule végétal découvert des mois plus tôt s'épanouissait désormais en une plante vigoureuse qui grimpait vers le toit, transformant la lumière bleue en une teinte d'un vert incandescent. Elle incarnait leur propre renaissance. Une vie nouvelle née du désespoir, puis nourrie par l'amour, la solidarité et la foi. Martha sortit alors, essuyant ses mains sur un torchon, l'air ravi. Des nouvelles de la ville. Blackwood a vendu tous ses terrains au bord du lac à un trust de conservation. Helen Harris a mené la négociation. Apparemment, elle avait des cartes en main dont nous ignorions l'existence. Son sourire fatigué mais triomphant disait beaucoup. Jacques plissa les yeux, surpris. Martha poursuivit. La famille d'Hélène possédait à l'origine la majeure partie des terres entourant le lac. Une partie fut vendue au père Blackwood, puis exploitée sans scrupule. Des sépultures ancestrales ont été profanées lors des premières constructions. Hélène rassemblait des preuves depuis des décennies pour exiger réparation. Jacques resta un instant immobile. Le travail de William n'avait donc pas été vain. Il avait semé, en silence, des graines dans la communauté. Aujourd'hui elle donnait vie à un réseau solide, bien plus fort que lui seul. Noah se faufila contre lui, glissant sa petite main dans la sienne. La maison dit que tout ira bien maintenant, papa. Nous avons trouvé un foyer. Pas seulement pour nous, mais pour l'eau aussi. C'est ce que William voulait depuis le début. Que l'eau puisse être elle-même. Pas une richesse à exploiter. La nuit tomba et les premières étoiles scintillèrent au-dessus du lac. La lumière bleue du foyer se répandit par les fenêtres pour rejoindre la clarté douce qui montait du rivage. La maison et l'eau semblaient chanter ensemble. Une harmonie ancienne résonna dans la poitrine de Jacques. Toujours ce rythme régulier, paisible, de 27 secondes. Le battement du foyer. Le battement de chez soi. Au sein des murs de pierre, les rires se mêlèrent aux murmures de la maison. Ils étaient plus qu'une famille recomposée par la nécessité. Ils formaient un cercle de gardiens. Ceux qui chérissent plutôt que de prendre. La surface du lac, sous la lumière stellaire, révélait les veines bleuâtres des passages d'eau. On aurait dit que le passé et le futur se rencontraient, que la douleur et la guérison se rejoignaient. Jacques se tint sur le seuil, là où les mondes se touchent. Il comprit alors exactement ce que William Gardner avait perçu tant d'années plus tôt. La valeur de ce lieu ne résidait pas dans ce que l'eau pouvait offrir au marché ou à la science. Elle résidait dans ce qu'elle révélait de plus essentiel dans le cœur humain, l'importance du lien, la responsabilité de la protection, la beauté sacrée du vivant. Les lueurs sous la terre n'étaient que le reflet visible de connexions plus profondes. La maison et le lac, les gardiens et ceux qu'ils protègent, un père et son fils réparant leurs existences à partir des fragments épars de la vie. Au loin, le monde poursuivait son tumulte de progrès arrogants, mus par l'argent et l'ambition. Ici, d'autres valeurs reprenaient leurs droits, la patience, le respect, la lucidité de savoir que certaines choses n'ont pas vocation à être possédées. Noah se redressa, les yeux brillants, observant son œuvre, la carte lumineuse qu'il venait de composer avec les pierres. Elle reproduisait exactement le réseau d'eau sous Pinhaven, un dessin vivant qui palpitait de possibilités. La satisfaction d'un artiste radieux se lisait sur son visage. « Parfait », murmura Jacques. Il distinguait dans l'esprit de son fils une capacité unique à percevoir l'invisible. Noah sourit, un mélange de sagesse et d'enfance encore intact. La maison dit que c'est pour cela qu'elle nous a choisis. Pas parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que nous savons que nous ne le sommes pas. Nous avions besoin d'un foyer. L'eau avait besoin de gardiens. Parfois, les morceaux brisés s'assemblent d'une manière inattendue.
Jacques baissa les yeux vers le foyer. Sur la cheminée, la photographie de William Gardner veillait encore sur Pinhaven, son sourire discret vibrant d'un savoir ancien. À côté d'elle, un nouveau cadre montrait Jacques, Noah et Martha sur le même porche, baignés de la lumière bleue. La maison, elle aussi, avait retrouvé vie. Entre ces deux images, gravées dans le bois qui avait traversé les décennies, 4 mots brillaient faiblement sous l'éclat bleu. On ne les voyait que lorsqu'on savait où poser son regard, comme un secret qui se révèle seulement à ceux dont le cœur est prêt à l'accueillir. Ces mots formaient une promesse. Un souvenir. Un avertissement. Une vérité.